avec une super équipe. Alors, comme ils ont un caractère un petit peu exagéré, on les a mis en cage. Vous avez d'abord qui représente Cornerstone On Demand. Ensuite, le monstre parmi les monstres dans sa cage, M. Thomas Chardin, de Parlons RH, le chronique notamment de Sopra. Et enfin, qui a la gentillesse de remplacer Stéphane Diebold à la dernière minute, Alain Frédéric, dont on m'a dit qu'on te surnommait Alf. Voilà, donc Alf pour les intimes, qui est porte-parole de la fête, et moi-même, Patrick Storin, président Fluxi. Pour pouvoir interagir, si vous avez envie de poser des questions, vous avez un truc qui vous permet de poser des questions de façon anonyme. Donc vous pouvez vous lâcher, si les questions ne vous plaisent pas, on ne répondra pas. Et donc vous allez sur skyblue.com avec le code SSRH, et ce qui vous permet de poser des questions en cours de route. Je vais vous faire une petite introduction pour qu'on essaye de tirer quelques enseignements de la période que nous n'avons pas fini de traverser. Et puis ensuite, vous verrez, il y a tout un fil rouge autour de ce thème de l'innovation et de l'expérience salariée, collaborateurs plus généralement. Je voudrais qu'on commence par une petite question, si tu veux bien, Yanis. Décrivez-moi en un mot ce qui est pour vous l'enseignement que vous avez tiré de cette crise. Juste un mot, pas deux mots, c'est-à-dire que si vous mettez un espace entre les deux, ça ferait deux mots bizarres, mais juste un mot. Voilà, vous avez vécu une expérience de confinement, de crise plus généralisée. Juste un mot. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Je vous laisse le temps de vous connecter, slide.com, code SSRH, à mon avis minuscule, majuscule, ça ne change rien. Et je serais curieux de savoir ce que vous retenez de ce moment qui, enfin je ne pense pas que parmi les gens dans cette pièce et moi y compris, nous ayons vécu souvent des expériences de ce type-là, et que l'intérêt des expériences bouleversement. Tellement bouleversé qu'il manque, pour vous dire, à quel point c'était un vrai bouleversement. La conséquence du bouleversement, se démerder, adaptabilité, sidération, ça c'est très intéressant ça. Parce que le regard qu'on porte sur un bouleversement, c'est d'être sidéré. Économie, réactivité, adaptabilité, ça va ensemble. Je vous laisse continuer, donc on n'aura pas 150 réponses puisque vous n'êtes pas 150, bien évidemment. Patience, bienveillance. Je vous laisse continuer un petit peu. Vous noterez que, et c'est moi ce qui me semble intéressant dans ces phases de l'histoire, on est bouleversé. C'est d'essayer d'en tirer des enseignements. Et la grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'essayer de tirer des enseignements qui sont des enseignements de fond et pas des enseignements de surface. Alors je trouve que c'est très incompétente. Oui. Alors la question c'est de savoir de qui. C'est comme quand on fait de la formation au management, on prend une couche de la population, ils trouvent toujours qu'au-dessus c'est pas bien, puis qu'en dessous ils tirent au flanc. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont en dessous disent la même chose de ceux qui sont au-dessus, donc in fine. Alors essayons je dois vous proposer quelques premiers enseignements, mais des enseignements de surface. Ce que j'appelle des enseignements de surface, c'est ces enseignements que nous avons toutes et tous eus durant cette période, parce que quand on vit une expérience, et bien d'une expérience, on tire un enseignement. C'est exactement le sujet, le collaborateur tire un enseignement de ce à quoi il est confronté dans sa vie professionnelle et de ce qu'il éprouve. Il en tire un enseignement, il s'en fait une représentation des choses. Réactivité, j'aime bien ce mot-là quand même. Vous avez vu à quel point l'agilité a volé en éclat durant cette période. L'agilité qui était devenue un truc complètement bureaucratisé par les consultants, a compris qu'être agile, c'était voyager léger, faire simple, aller vite, peut-être s'embarrasser de moins de processus. Donc j'aime bien le mot réactivité, je trouve qu'il est très, très symptomatique de ce que nous avons vécu. Alors la première expérience que nous avons toutes et tous faite, c'est celle de la distance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, moi il y a un truc qui m'a frappé, tout le monde a appelé à ce qu'il y ait de la distance sociale, alors que ce dont nous avions besoin, et d'ailleurs la situation dans laquelle nous nous retrouvons entre des cages sur ma gauche et le fait que je ne puisse pas me déplacer en dehors de ce pupitre où je suis cloîtré derrière ces 30 cm², c'est que c'est de distance physique dont on avait besoin, absolument pas de distance sociale. Et c'est précisément parce qu'il y a de la distance physique que nous avons besoin de lien social. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et nous avons redécouvert, au fond, finalement, que le problème, c'était pas la distance, c'était l'absence de lien. Et en nous faisant peut-être redécouvrir ça de façon un petit peu brutale, je pense que ça nous a amené à nous réinterroger sur ce que veut dire la présence.
C'est quoi être présent? Et c'est quoi être présent au travail? Alors on l'a vécu dans le deuxième enseignement, le télétravail. Alors là, on a eu toutes les analogies possibles entre ce que nous avons vécu, c'est-à-dire un travail à distance, forcé, non choisi, dans de bonnes conditions pour certaines et certains, mais dans des conditions épouvantables pour d'autres. Avec le chat qui pisse sur le clavier, les gamins qui courent dans tous les sens, dans un espace exigu, enfin pour certains c'était un enfer. Ce qui n'a strictement rien à voir évidemment avec les conditions du télétravail, ou même du travail à distance, du télétravail vraiment carré, une sorte de nomadisme professionnel, qui répond quand même à quelque chose qui est choisi, qui s'encadre un minimum par des règles, au moins des règles, si elles sont pas juridiques, au moins des règles de bon comportement, de bonnes pratiques. Ça n'a juste rien à voir. Mais on a réexpérimenté ça. Et il y a eu deux dimensions là-dedans. La première que je trouve très intéressante, qui a été effectivement une sorte d'acculturation forcée au digital, et que contrairement à ce qu'on croit, en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai eue, et bien finalement on voit que le chemin à parcourir était encore assez long, y compris dans des populations jeunes. J'ai eu l'immense privilège d'enseigner, en plus de mon job, à des populations de master, donc des gens qui sont dans des grandes écoles, dans des universités, entre 22 et 27 ans. Je peux vous assurer que dans des phases de jury, par exemple, certains ont un mal fou à partager leur écran correctement. Pas partager son écran, mais choisir entre une fenêtre applicative, partager tout son écran, il y a des fenêtres ouvertes. C'est pas si évident que ça. Et finalement, ça nous a exposé à ce qu'était notre manque en la matière, et donc une sorte d'acculturation forcée. Donc ça, c'était un des autres enseignements. Et de temps en temps, même face à des populations de gens qui ont un certain type de pouvoir, une certaine responsabilité en entreprise, et qui se sont sentis quand même très mal à l'aise dans l'exposition de leur, je ne vais pas dire le terme médiocrité, mais dans leur difficulté à utiliser l'informatique. Et c'est la première fois, me semble-t-il, en tout cas de ma petite carrière professionnelle, que je vois des gens à des niveaux assez élevés se retrouver chamboulés dans l'image qu'ils se font de leurs propres prérogatives et de leur propre pouvoir. Et puis télétravail, ça c'est télé, mais enfin télé au sens de distance et d'outils informatiques. Le deuxième truc qu'on a expérimenté, c'est le sens du travail. Alors je suis assez frappé par nos politiques de QVT où à force de tourner autour de la question du travail, c'est de se préoccuper de ce qui se passe autour du travail, on a juste oublié le sujet central de la QVT qui est le travail. Alors d'abord la distance, j'ai trouvé que c'était assez amusant, c'est que la distance nous a montré à quel point travailler c'est produire quelque chose. Vous voyez que tous ceux qui clament aujourd'hui le retour au présentiel sont généralement les gens qui faisaient des réunions inutiles, tout aussi inutiles d'ailleurs avec Zoom ou Teams ou whatever, mais qui n'ont pas d'autre légitimité finalement dans ce qu'ils font que de brasser du ventre. Et donc ça s'est vu, ça, les gens qui ne produisent pas, je trouve. Ça a questionné le sens du travail. Les bullshit jobs, par exemple, on a beaucoup parlé de ça. Ça nous a interrogé non seulement sur ce qu'est le travail, mais sur la reconnaissance du travail. On a redécouvert des vertus ancestrales, comme la reconnaissance morale, par exemple. Alors tout le monde s'est mis aux fenêtres pour applaudir. Et puis heureusement, le personnel hospitalier nous a rappelé que sans moyens, c'était juste pas possible. C'est-à-dire que la reconnaissance morale, c'est bien, mais de temps en temps, avoir des moyens dignes de ce nom pour travailler, c'est pas plus mal non plus. Donc on a appris plein de choses autour de la distance, du travail à distance, du digital, du sens du travail. Et puis je pense aussi qu'on a tous fait l'expérience suivante, c'est on a fait la part entre le grain et l'ivraie. On a vu les gens qui se comportaient bien, les entreprises qui se comportaient bien chez eux. Je pense à des entreprises qui ont réaffecté leur ligne de production pour fabriquer du gel hydroalcoolique, qui n'ont pas fait appel de façon massive au chômage partiel en invitant les gens à faire un peu de bénévolat parce que c'est sympa, il faut montrer un effort de solidarité. On a fait la part des choses, avec un truc moral quand même d'ailleurs, qui revient un peu dans le panorama. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la question de l'expérience? L'expérience, c'est quand on se prend le réel. Une phrase de Lacan que j'aime bien. Lacan disait le réel, c'est ce qui nous échappe, parce qu'on ne peut pas l'attraper. On a toujours une représentation du réel, mais on n'est pas face au réel, on ne connaît pas le réel. Et pour définir le réel, il y a une phrase que je trouve très juste. Le réel, c'est quand on se cogne. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est cogné. On s'est cogné face à un certain nombre de certitudes qui se sont, et c'est pour ça que le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, bouleversement, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre de nos certitudes et de nos représentations, notamment dans le monde occidental, on voit en éclat. Et ça, je trouve que c'est assez une vraie leçon, parce que c'est bien d'appeler le monde d'après. Ça, c'est le grand truc. C'est-à-dire qu'on prend conscience de la réalité des choses par phase de crise.
Et c'est naturel, ça fait partie de ce qu'est l'être humain. Et, enfin, voilà, les parents prennent conscience que les enfants sont devenus des ados le jour où les ados sont dit fuck. Voilà, c'est une phase de crise, c'est comme ça. Les ados ne sont pas levés le matin comme ça un jour en disant tiens, aujourd'hui je vais regarder le monde, je suis un ado. Non, ils ont changé imperceptiblement tous les jours. C'est juste qu'on en a pas pris conscience. Et la question de l'expérience, c'est la conscience que l'on a de ce qui se passe. Et on a la conscience qui se fabrique à partir de ce que l'on vit, de ce que l'on éprouve, et à partir de ce qu'on nous dit. Et le problème, c'est quand il y a un décalage entre les deux. Et je pense que l'un des sujets majeurs de la question de l'expérience collaborateur, c'est le décalage qui peut s'introduire entre la réalité de ce que les gens vivent et ils sont confrontés au réel. Le personnel hospitalier est confronté au réel, quelles que soient les politiques publiques. Pareil dans nos entreprises, les processus, bam, ils se heurtent au réel. Et c'est les gens qui se cognent ça. Le premier niveau d'encadrement et l'opérateur sur le terrain. Et donc ils sont en représentation des choses, et les gens, ils sont pas cons, non. Ils comprennent les choses, ils comprennent ce réel-là, parce que précisément, ce que nous appelons peut-être avec un petit peu de distance, expérience, eux, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Et là, moi, je pense que nous avons un enjeu phénoménal, vraiment, de réaligner le dire et le faire. Je pense que nous avons un enjeu qui n'est pas de... Et j'aime pas cette expression de donner du sens, mais on ne donne pas du sens. Les choses ont du sens, mais elles n'en ont pas. Quand on essaye de leur en donner, c'est qu'on essaye de maquiller les choses. C'est que justement, on essaie de plaquer quelque chose qui n'a pas, sur quelque chose qui n'a pas de sens, de plaquer quelque chose, une sorte de maquillage, de travestissement, je ne sais pas si c'est du réel. Mais les gens, ils sont ancrés dans le réel. Et si on veut que cette expérience soit nourricière de quelque chose de fécond pour l'entreprise, il n'y a pas d'autre chose que de réaligner, de dire et de faire, c'est-à-dire d'ancrer cette question de l'expérience collaborateur dans le réel. Alors c'est quoi le réel que nous avons vécu? C'est quoi les vrais enseignements de la crise? Parce que vous l'avez vu, le télétravail, sur tous ces petits enseignements-là, on est parti dans des emboulements très rapides, entre ceux qui nous ont dit que le télétravail va se développer, ça va être la nouvelle norme. Dans le même temps, les logiciels de surveillance n'ont jamais aussi bien fructifié qu'aujourd'hui. Et on a un appel. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a des enjeux de fond. Et c'est ces enjeux de fond qui nous paraissent intéressants. Sur la question du travail à distance, c'est clairement la question du contrôle qui est derrière. Et la question des représentations qu'un certain nombre de managers, qui ne sont pas bons en présentiel et qui ne sont pas bons à distance, ont de la liberté qu'on a d'urgence, c'est-à-dire de la confiance dans leur accord. Alors, moi j'ai tiré 3 enseignements qui sont modestes, mais que j'ai envie de partager avec vous, et vous verrez le lien ensuite avec mes camarades. Le premier enseignement de la crise, et je pense qu'il est particulièrement réel, particulièrement prégnant pour le monde occidental, c'est l'incertitude. Je pense qu'on a confondu pendant très longtemps risque et incertitude. Le risque, ça s'encadre. Ça s'encadre parce que ça fait partie de notre champ de conscience. Donc ça s'encadre par des méthodes probabilistes. Et on a développé une puissance en la matière, notamment grâce à la technologie, on a développé une puissance qui est considérable, y compris avec les big data, etc. On a développé une puissance qui nous permet de pouvoir prévoir le risque mieux que nous ne l'avons jamais fait. Mais ça ne nous prémunit en rien de la réalité de l'incertitude. C'est-à-dire le truc auquel on n'a pas pensé et qui précisément ne se modélise pas. Et ça, on se l'est pris en pleine poire avec un truc qui est, tout à l'heure il y avait un mot qui est cette sidération. Voilà, sidération. On s'y attendait pas. Et oui, précisément. Précisément, c'est ça le charme même de la vie, c'est que la vie est faite de ces incertitudes-là. Si on pouvait tout prévoir et tout contrôler, vous voyez, on en revient des questions clés. On ne contrôle pas l'expérience collaboratoire. On y participe, on peut la faire vivre, mais on ne la contrôle pas. Donc je pense que là, nous avons, face à cette incertitude, un enseignement à avoir qui est celui de l'humilité. C'est-à-dire de ne pas avoir ce syndrome de la toute-puissance et de croire que nous sommes capables de tout maîtriser. Non, on ne maîtrise pas tout, bien évidemment. Et ces discours de certaines entreprises qui donnent à croire aux collaborateurs avec des éléments de langage, avec des trucs hyper maîtrisés, super encadrés, ça vient se heurter là encore à ce que les gens vivent au quotidien. Donc là, je pense qu'il faut simplement avoir un devoir d'humilité. Et il est d'autant plus important que si on appelle de nouveau le monde d'après, il faut comprendre qu'il n'y a pas de monde d'après, c'est le monde avec les mêmes gens. Voilà, quelques entrées sorties près, évidemment, mais c'est les mêmes gens. Donc si on ne veut pas que le monde d'après soit un monde pareil, ben, il faut tirer des enseignements et puis il faut se bouger, il faut essayer de faire quelque chose, pour essayer que ce monde d'après soit celui qu'on a envie de faire. Parce qu'il viendra pas tout ça. Donc le premier enseignement, me semble-t-il, c'est celui d'humilité. Le deuxième enseignement, c'est celui d'interdépendance. On a redécouvert, peut-être pour certains, l'interdépendance avec la nature, par exemple.
et surtout le fait que nous sommes interdépendants les uns des autres. Tout d'un coup, on retrouve des métiers dont on se dit « Ah, ils existaient ces gens-là ». Mais pourquoi on les avait oubliés? Nous sommes tous interdépendants. Et ça, je pense que ça nous renvoie très certainement à un devoir aujourd'hui, qui est celui d'avoir une lecture un peu plus globale des situations. On a une culture qui a été essentiellement une entreprise portée par des enjeux de productivité, qui est une culture de mécanistes extrêmement silotée. On devient des super experts du moindre détail, mais les experts ils sont paumés, on le voit sur un certain nombre de sujets. On a besoin de retrouver, en plus de ces expertises-là, bien évidemment, dont nous avons besoin de retrouver une forme de vision globale. Et la vision globale, c'est pas être au-dessus des autres, c'est une vision très, très simpliste, la vision holistique, je suis au-dessus, tel un dieu qui voit les trucs, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. La vision globale, c'est les liens. C'est de comprendre les liens qui unissent les choses, plutôt que de s'intéresser uniquement aux détails des choses. Donc ça veut dire qu'il faut re-questionner la question le sujet du lien entre les choses. Et ça, je pense qu'on a, sur la question de l'expérience, ces liens-là, moi j'appelle ça la pédagogie. On ne communique pas au sens, on dit les choses, regardez comme c'est bien, il faut expliquer, il faut faire preuve de pédagogie, c'est-à-dire remettre du lien entre les choses. Et puis le dernier enseignement, qui me semble être le plus frappant et le plus important, c'est qu'on forme une seule humanité. À un moment où on voit que le vivre ensemble est de plus en plus dur, ça se replie sur soi. Chacun sur son compte à soi, sur c'est pas moi, c'est l'autre. Je veux pas mettre de masque, moi j'ai peur de rien. Au vidéo, tu n'as pas compris que c'est juste une marque de respect à l'égard des autres. On a juste à redécouvrir le sens de l'humanité. Et là, ça en renvoie chacun à une question simple qui est si nous formons une seule humanité, ben, il y a une question simple derrière, c'est quel est notre devoir d'humanité? Est-ce que notre devoir d'humanité en entreprise, c'est d'accepter que de temps en temps, il y a un décalage phénoménal entre ce que nous disons et la réalité du terrain en espérant que les gens vont le croire? Ben, je pense que là, de ce point de vue-là, il faut faire vachement gaffe à ça, parce qu'un jour, le retour de mouvement, il est particulièrement fort. Alors vous allez me dire, mais et l'innovation dans tout ça? Parce que là, on voit bien la question d'expérience. La question d'expérience, elle est toute simple. Essayons de faire en sorte de ne pas avoir un déni du réel, et d'ancrer ce que nous faisons dans ce qu'est ce réel et que les gens vivent au quotidien. La question d'innovation, pour moi, c'est pas qu'elle est simple. Elle est là pour servir, ça. Elle n'est pas là pour nous asservir aux intérêts marchands, d'une part, et elle n'est pas là pour asservir les gens. Elle est là pour servir. Et servir quoi? Précisément ce qui va nous permettre de faire en sorte que l'entreprise soit une œuvre collective dans laquelle les gens ont envie de s'investir. Voilà. Et il n'y a rien qui a changé depuis la nuit des temps de ce point de vue. Donc c'est ça, pour moi, ce sont les clés de lecture de l'innovation et de l'expérience collaborateur, c'est-à-dire quelque chose d'ancré dans le réel. Et puisque la question n'est pas d'asservir, mais au contraire de servir, eh bien ils sont là pour vous servir, précisément. Alors on va commencer peut-être par Thomas. Pourquoi? Parce que Thomas, lui, va nous exposer la manière dont il estime que la fonction RH, parce qu'elle n'est pas la seule à être investie la question de l'expérience collaborateur, bien évidemment, mais en quoi la fonction RH est particulièrement concernée. Donc Thomas, je t'invite à rester dans ta cage, mais à prendre la parole. Merci Patrick, je vais essayer de bouger un peu quand même. Il y a un petit défaut quand on est assis, c'est qu'on ne voit pas ce qui est marqué sur l'écran. Donc voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui, malgré ce contexte un peu particulier. J'ai peur, Patrick, avec mon propos, de descendre un petit peu d'un niveau, puisque moi je vais plutôt adresser le sujet de l'expérience collaborateur pour la fonction RH. On va être dans un niveau de discours, de propos et d'échange, j'espère, avec vous, qui va être un petit peu plus opérationnel, un petit peu plus concret, mais ça me semble particulièrement intéressant de restituer effectivement la fonction RH dans ce qu'on vient de vivre. Puisque justement l'expérience, c'est la vie, c'est la vie. Alors moi je voudrais commencer par une question à votre attention. On est peu nombreux, donc on peut se permettre, à mon avis, d'échanger pas mal, et notamment via la solution qui est à votre disposition. Je ne sais pas si c'est la question. Ah bon, parfait. Donc je m'adresse à vous. Dans votre entreprise, au sujet de l'expérience collaborateur, pensez-vous que la fonction RH en fasse suffisamment? Et je crois qu'il n'y a que deux réponses possibles. Oui, non. Le ne se prononce pas n'est pas possible. Il va falloir trancher. Est-ce que la fonction RH et le professionnel RH, peut-être fonction à laquelle vous appartenez, en fait suffisamment, oui ou non? Il y a un bug ou pas? Continuez à peut-être à... Bien sûr, donc, je dis bien, donc on est effectivement à un moment, ça bouge encore. Ah,
Après, il faudrait identifier quels sont les professionnels RH dans la salle pour pouvoir dire en fait si vous êtes juge et partie ou pas. Mais en tant que RH, vous êtes aussi collaborateur. Bon, en fait, ce qu'on voit, pardon, je me déplace, ce qu'on voit, si je lis bien, on est à 84% de non, hein, et à 8%, à 16%, non, je vais y arriver, à 16% de non. Il y a encore du chemin sur le sujet de l'expérience collaborateur pour la fonction RH, mais c'est un petit peu comme en écologie, on n'en fait jamais assez plus, ou jamais assez mieux, en fait. Hein. Il y a toujours une tendance. Donc, je voudrais surtout pas jeter la pierre aux professionnels RH, c'est juste pour montrer là, en tant que collaborateur, quel est votre point de vue. Donc, il y a du chemin à parcourir. Et moi, ce dont je vais vous parler, c'est quel est justement ce chemin et qu'est-ce que pensent, eux, les DRH, de ce thème de l'expérience collaborateur. Alors, ce matin, il y avait une restitution d'une enquête de la NDRH. Il y avait une question sur le sujet. Si je retrouve. Alors, ils sont 84% de mémoire. 84% des professionnels RH, des DRH, interviewés par la NDRH, a trouvé ce sujet soit très important, soit important. 84%. Alors ça tombe bien parce que c'est exactement, à quelques pourcentages près, les mêmes résultats que ce qu'on trouve dans notre baromètre de l'expérience collaborateur. Je fais un peu de prosélytisme, mais parce qu'on a tiré des enseignements, et c'est l'objet de mon propos, c'est de vous restituer les principaux enseignements, comme disait Patrick, les principaux enseignements de ce baromètre que vous pouvez trouver sur notre stand en B02. J'arrête pour le prosélytisme, ou en accès gratuit sur notre site. Je vous donne juste les résultats principaux. Que pensent les DRH de l'expérience collaborateur? Ils sont d'abord 70% à trouver que ce sujet, cette démarche-là est stratégique. Alors stratégique, on l'utilise à tort et à travers, on a donné une petite définition. Stratégique, c'est qui engage à long terme la performance de l'organisation. 70% pensent que ça engage la performance à long terme des organisations. L'expérience collaborateur, pour eux, pour ces professionnels RH, n'est pas un phénomène de mode, une petite vaguelette, l'étude des choses. C'est une tendance de fond, c'est une lame de fond, et ça c'est pour 80% d'entre eux. La majorité d'entre eux, 80% également, pensent que ça permet à la fonction RH de renforcer sa légitimité. En fait, d'asseoir plus fortement sa légitimité. Le fait de retrouver une forme, un peu le sel de sa mission première, le lien social dont tu parlais, la proximité. Ce sont les professionnels RH qui nous disent cela dans l'enquête, qui est un baromètre, hein, donc, chaque année, donc on peut suivre l'évolution. Et enfin, le premier objectif qu'ils évoquent sur une démarche d'expérience collaborateur, c'est l'engagement des collaborateurs. On pourrait le prendre de façon un petit peu négative, c'est d'éviter, c'est de renforcer l'engagement des collaborateurs et donc d'éviter le désengagement des collaborateurs. Vous savez, c'est une tendance relativement forte, notamment en France. Donc à la question quelle est la nécessité pour la fonction RH d'aller sur cette démarche d'expérience collaborateur, en fait, les professionnels RH eux-mêmes répondent 1. La performance économique, 2. Le positionnement stratégique, 3. On va dire la qualité au travail, mais au sens bénéfice social, qualité des engagements. Voilà les 3 bénéfices. Mais comme tu disais, on est dans le dire, là. On n'est pas dans le faire. Pas forcément. En tout cas, les DRH, dans notre baromètre, depuis 2018, 2019, 2020, sont très croyants. Sont-ils pratiquants? En 2018 et en 2019, malgré, grosso modo, hein, je résume, vous avez 3/4 de la population des DRH qui pensent que c'est stratégique, que ça concourt à la performance de l'organisation, et que ça concourt à leur positionnement. Et ils sont 3/4 à ne rien pratiquer. 3/4 des DRH n'ont pas initialisé ou mis en place une démarche d'expérience collaborateur. Tu parlais de dissonance, de décalage. Ah ben, dans nos baromètres 2018-2019, on est dans un vrai décalage. Un vrai décalage entre le discours et les actes. Alors, encore une fois, ne jetons pas la pierre au DRH, ça peut s'expliquer, ça peut se justifier. Ce qui m'importe, c'est d'essayer de mesurer, d'attendre vers une forme de réalité, de la perception, tant des collaborateurs que des professionnels RH eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils appréhendent le sujet? Alors, tout n'est pas noir non plus, puisque en 2020, on assiste à une forme d'année de bascule, puisqu'on passe de 25% de DRH qui ont initialisé une démarche d'expérience collaborateur à 35%. Alors ça reste la minorité des professionnels RH, mais
C'est conséquent, plus de 10 points. Et puis il y a d'autres questions dans notre baromètre, et puis des focus group qu'on a pu mener, qui montrent véritablement qu'on rentre dans l'âge du faire, l'âge du faire de l'expérience collaborateur en 2020. Je précise juste, et c'est important, l'enquête a été menée fin 2019, et donc elle n'intègre pas les effets de la crise. Alors est-ce que la crise va jouer positivement sur l'expérience collaborateur ou négativement? Quel est l'usage, l'utilité de l'expérience collaborateur dans la crise? Ça sera l'objet du baromètre 2021 qui commence dans un mois. Donc on intégrera là évidemment les effets de la crise. Donc les DRH passent à l'acte. Ça c'est quand même un point très positif. On va dire que ça frémit, mais ça frémit activement. Dans une dynamique sur le sujet, c'est plutôt positif. Quand on rentre dans la dynamique, on est confronté aux actes et aux faits. Et là en revanche, on aborde le sujet de façon un petit peu superficielle. Plus on est confronté à l'opérationnalité des choses, plus on traite un peu de la superficialité que j'évoquais avec les pratiques RH. Quelles sont les pratiques RH qui sont mises en œuvre prioritairement dans le cadre de la démarche d'expérience collaborateur? L'intégration, l'onboarding, loin de l'emploi. Le recrutement, deuxième activité, la communication interne. En fait, vous voyez bien que l'onboarding et le recrutement sont des activités ponctuelles. Normalement, ça n'arrive qu'une fois, même si on parle de salariés boomerang, etc. Mais normalement, vous êtes recruté qu'une seule fois et intégré qu'une seule fois. Autrement dit, oui, c'est important de générer une bonne expérience candidat, même avant d'être candidat, et puis une bonne expérience de salarié intégré. Mais l'expérience collaborateur, c'est tous les jours, tout le temps. Hein, c'est ce que ressent, c'est ce que vit le collaborateur tous les jours. Quand il arrive au bureau, est-ce qu'on lui dit bonjour, pas bonjour? Est-ce qu'il prend un café avec ses collègues? Est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce qu'on se marre? Quel est le sens que j'ai dans mon travail? Ça, en fait, ça concerne évidemment l'ensemble de la collaboration, du lien entre le collaborateur et l'entreprise. Donc, on aborde le sujet, et ça, ce qu'on voit, c'est qu'en notre baromètre, plus on déploie, plus la pratique, la démarche d'expérience collaborateur se déploie, plus les activités de talent management régressent. Je parle en termes de priorité de démarche d'expérience collaborateur. Ce qui monte, c'est l'onboarding et le recrutement, et la com interne, en fait, un peu comme si on avait à présenter de façon plus esthétique la vitrine de la boutique. Vitrine de la boutique en entreprise, ou la boutique employeur, on la présente de mieux en mieux. Par contre, les produits et les services qui sont dans la boutique, on y accorde moins d'importance, j'entends dans le baromètre, parce que c'est compliqué. Le talent management, en fait, si je parle de mobilité, de gestion des carrières, de gestion de la performance, des entretiens de formation, toutes ces activités régressent. Dans notre baromètre, encore une fois, j'insiste. C'est-à-dire que leur degré de priorité diminue par rapport à des activités plus ponctuelles. Activités plus ponctuelles, plus simples à déployer. Et oui, c'est l'approche systémique dont tu parlais. Quand on a une vision globale, et bien, quand si, en fait, vous êtes un peu là dans la plaine, et tout d'un coup vous dites, tiens, je vais faire l'Everest. D'un coup. Tout d'un coup, je vais me préoccuper de l'expérience collaborateur. Il faut bien commencer par quelque chose. Alors peut-être commencer par un massif central ou par le premier temps de base. Et le premier temps de base le plus simple, c'est l'onboarding. Et le recrutement, parce que c'est un peu dissocié de l'organisation, et on arrive à le matérialiser assez simplement. La gestion des carrières, on pense qu'on va le matérialiser, c'est un petit peu plus compliqué. La formation pour tous aussi. Donc, 2020, le passage à l'acte, mais le passage à l'acte un petit peu de manière superficielle. S'il y avait une nécessité supplémentaire à la fonction RH pour y aller, j'ai dit qu'il y avait un bénéfice économique, indéniable, et un bénéfice social, évidemment. Petite parenthèse, on peut se préoccuper de l'expérience collaborateur rien que parce que c'est de l'expérience collaborateur. Pas toujours corrélativement à l'expérience client. Hein, souvent on parle de symétrie des attentions, oui c'est vrai, c'est important. C'est-à-dire qu'on doit se comporter vis-à-vis du collaborateur de la même manière qu'on attend qu'il se comporte vis-à-vis du client. Mais parfois, il suffit juste qu'on se comporte bien vis-à-vis du collaborateur. Point. On n'est pas toujours obligé d'avoir une raison business, de dire ah tiens, on va améliorer le chiffre d'affaires parce qu'on va améliorer l'expérience collaborateur. En tout cas, j'invite les professionnels RH à se soucier du sujet de façon déconnectée aux enjeux business, même si c'est évidemment lié au business, la finalité de l'entreprise, elle est aussi liée au business. C'est un sujet important. Donc un bénéfice économique, un bénéfice social, un bénéfice de positionnement de la fonction. Ce matin, les RH disaient que ça y est, la fonction RH est en fin de stratégie. Ça fait 30 ans qu'on dit. Peut-être que d'ici quelques années, au travers de quelques crises, on pourra repositionner encore. Ils ont été sur le pont pendant cette crise et encore maintenant, de toute façon, c'est indiscutable. En fait, il y a un autre bénéfice pour moi, et c'est un bénéfice sociétal.
j'arrêterai là mon propos parce que je pense avoir dépassé mon temps de parole. Le bénéfice sociétal, c'est quoi? C'est de raisonner avec le monde dans lequel on est. Tu le disais, on fait société, on fait unité, et je pense que l'expérience collaborateur, si j'élargis un peu le propos, c'est du marketing RH. Alors, marketing RH pour les professionnels RH, le marketing, c'est ça, c'est la manipulation, c'est les baguettes, c'est le cosmétique. Pas du tout, je pense que la fonction RH, c'est celle qui fait le plus de marketing. Ça consiste en quoi le marketing pour être très rapide et très simple? Ça consiste à écouter les besoins de son marché client. J'utilise le terme marketing, quel est possible. Sous-segments, alors les cibles, c'est souvent les collaborateurs, les managers qui sont des collaborateurs particuliers, les partenaires sociaux, on pourrait sous-segmenter. Et puis bien sûr, il y a les candidats. Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs frustrations? Quels sont leurs irritants? Quelles sont leurs attentes, tout simplement? C'est de mesurer, d'écouter leurs perceptions et de les écouter sincèrement, activement, professionnellement, c'est-à-dire avec des outils, avec des méthodes, avec une posture, avec une culture. Et puis après, une fois qu'on les a écoutés, qu'on a identifiés, c'est y répondre, dans le cadre d'un business model. Quand on est directeur marketing, on ne fait pas ce qu'on veut. Et bien, quand on est DRH, on ne fait pas ce qu'on veut, non plus, évidemment. Et donc on peut répondre à un certain nombre de demandes dans le cadre juridique et budgétaire qui est le nôtre. On ne peut pas faire un tout et n'importe quoi. Si tous les salariés demandent d'être augmentés de 10%, évidemment qu'on ne peut pas le faire. Donc ce qui me semble intéressant dans l'expérience collaborateur, c'est que ça permet justement de faire écho avec le monde contemporain, de faire plus écho au monde contemporain, d'ancrer la société et la fonction RH d'ailleurs. C'est bien à la fonction RH de le faire, celle qui adresse la dimension humaine des organisations, et c'est parfois ce qui nous fait défaut, et donc d'être plus en écho avec cette société du XXIe siècle. Parfois, le command and control que tu évoquais, qui s'est pris vraiment un mur avec le télétravail, c'est le siècle précédent, voire même encore celui d'avant. On est en 2020. Et donc c'est ça qui me semble aussi intéressant. Tout à l'heure, je parlais d'écologie. L'écologie, c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu, en tenant compte de leur interaction, de leur perception. Et je pense que c'est vraiment au DRH d'être écolo, pas au sens où on peut l'entendre de la responsabilité environnementale, même si évidemment c'est important, mais au sens que c'est bien à lui d'évaluer, d'écouter les êtres vivants qui composent cette communauté humaine qu'est l'entreprise, en tenant compte de leur perception, qui est le gros sujet de l'expérience collaborateur, pour favoriser une dynamique et une dynamique et un réancrage, si je puis dire, ou en tout cas un nouvel ancrage, un nouveau positionnement de l'entreprise dans la société du XXe siècle. Je me tais, j'ai dépassé mon temps. Merci infiniment, Thomas. J'ai une question, elle est maintenant, il y a des questions. Alors, on peut soit faire des questions maintenant et prendre quelques questions, ou alors on les garde pour la fin. C'est toi le maître. Est-ce qu'il y a une question? S'il y a une question, on la prend tout de suite pour Thomas. Et puis sinon, je propose qu'on enchaîne et on garde les questions pour la fin et on ajustera la ligne. Notez toutes vos questions. Dans ce cas-là, je voulais noter toutes les envoyer sur l'application, sur Facebook. Et puis comme ça, on pourra faire une... Merci infiniment, Thomas, de cette intervention qui nous invite à penser que le DRH est un jardinier, élever les gens, faire grandir. J'aime bien cette image. Alors évidemment, dans le faire auquel tu invites la fonction RH, il y a la technologie qui joue un rôle forcément là-dedans, à la fois sous un angle d'innovation, mais aussi tout simplement de production. Alors Véronique, je te passe la parole pour aborder ce thème. Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer de me lever aussi comme un peu Thomas. Je suis ravie d'être avec vous, puis de voir enfin des gens, ça nous a manqué. Et vraiment, merci d'être venus à ce salon, c'est un rendez-vous très important et on est vraiment heureux de partager ce moment d'échange et de réflexion avec vous. Alors pour continuer les propos de Patrick et de Thomas, je voulais, moi aussi j'ai réfléchi pendant cette période de confinement et je me suis dit, écoutez, voilà, je vais vous faire part de mes réflexions. On parle beaucoup d'expérience collaborateur depuis beaucoup de temps maintenant, quelques années. Et je pense que vous connaissez le yin et le yang. Je pense qu'il y a une expérience collaborateur côté yin et une expérience collaborateur côté yang. Côté yin, ça parle de soi, c'est le cœur, c'est l'émotion, c'est les sentiments. Et dans l'expérience collaborateur, Thomas, tu l'as dit, c'est finalement ce qui fait les relations entre les gens. C'est la bienveillance d'un manager le matin, c'est l'attention d'un collègue, c'est la RH qui nous comprend. Voilà, c'est tous ces petits gestes au quotidien qui font que l'expérience collaborateur est ressentie positivement ou pas par un collaborateur et qui ne se met pas dans des technologies. Et là, il y a le côté yang, donc qui est poussé par les technologies, les systèmes d'information,
les solutions qui sont pensées, élaborées par tous les éditeurs qui sont dans ce salon et qui sont élaborées pour pouvoir travailler aussi, relier en fait l'être humain à l'entreprise du mieux possible avec une expérience collaborateur travaillée dans sa user experience, user interface, etc. Donc qui est pensée pour pouvoir simplifier les échanges entre le collaborateur au quotidien et la fonction RH et l'entreprise. Voilà, et me semble-t-il, comme dans tout le yin et le yang, il faut qu'il y ait un équilibre. Tu l'as dit un petit peu dans tes propos introductifs, c'est important, c'est même nécessaire qu'il y ait un équilibre entre cette expérience collaborateur yin et yang. On ne peut pas avoir des super systèmes d'information, aussi sophistiqués qu'ils soient, avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, si au quotidien, le collaborateur n'est pas compris, accueilli, ressenti au quotidien. Et me semble-t-il, c'est important de garder en tête, vous qui êtes des professionnels RH, de garder en tête ces deux équilibres importants qui vont vous guider au quotidien dans vos choix, dans vos systèmes d'information. Alors, tout ça pour dire, maintenant je vais vous parler du côté yang de l'expérience collaborateur, et je voulais vous proposer une question, qui est votre ressenti aujourd'hui sur le niveau de maturité digitale de vos services RH. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après la période que vous venez de vivre, eh bien, ce niveau de maturité digitale, il a eu un impact très fort sur l'épuisement de vos équipes, parce qu'effectivement, il y a un lien important entre l'équipement digital, l'équipement des technologies, les usages installés dans l'entreprise sur la maîtrise du digital et l'épuisement de la fonction RH, parce que les entreprises qui avaient un mauvais niveau de maturité digitale dans cette période-là, eh bien, les équipes RH ont dû combler, trouver des solutions palliatives, des solutions de contournement, et bien souvent ce sont dans ces entreprises-là qu'on trouve beaucoup d'épuisement dans les professionnels de la fonction RH. Alors je vous laisse réagir. Alors, je tranche légèrement sans tomber. Donc vous êtes, tu peux me dire, c'est tout. Alors, pour l'instant, c'est 40% mid-point, milieu. Voilà, donc c'est à peu près milieu. Très équilibré, ça fait une jolie courbe de hausse. D'accord, ok. Alors, vous savez, ça fait 3 ans que l'on fait une enquête avec l'usine digitale chaque début d'année sur la transformation RH pour les ressources humaines. Et la première question qui est posée, c'est quel est le niveau de maturité digitale de votre service RH. Cette année, donc c'était avant le confinement, cette année, il a été jugé bon à 22%, mauvais à 39%, et une note encore plus sévère, c'est chez les très grandes entreprises, mauvais à 49%. C'est sûrement aussi lié au fait que les très grandes entreprises ont sûrement des appétences, une aspiration beaucoup plus importante que dans les TPE. Enfin, vous voyez, c'est quand même une note assez sévère. Malgré tout, c'est en progression régulière chaque année. Et donc là, on voit bien le constat qu'aujourd'hui, il reste encore beaucoup de choses à faire sur le déploiement de solutions digitales pour aider la fonction RH. Il y a un phénomène qui est important, c'est que vous évoluez dans un champ de contraintes fermé, c'est-à-dire en termes d'effectifs dans les fonctions RH. On ne va pas vous donner plus de moyens parce que nous sommes maintenant dans le monde digital. Vous êtes en général dans un champ de contraintes comme toutes les fonctions dites support dans les entreprises. Et donc pour cela, les technologies doivent absolument vous aider à pouvoir déployer des nouvelles missions, de nouveaux services. Et Dieu sait si vous en avez en ce moment. Donc nous on voit les technologies comme étant une possibilité pour les fonctions RH d'augmenter votre niveau de productivité et de vous faire aider par des technologies pour, au quotidien, en fait, vous faire gagner en performance. Et ça d'ailleurs, c'est la première étape, les premières choses que l'expérience collaborateur a essayé de combler, c'est d'abord rechercher la performance. Rechercher la performance, donc on a commencé par dématérialiser les processus, mettre des dossiers numériques en ligne, dématérialiser tous les processus RH, du contrat de travail, des congés, etc. Donc tout ce qui est fait la vie au quotidien dans l'entreprise du collaborateur, après le onboarding, mais la vie quotidienne du collaborateur, diffuser les bulletins de salaire sur des coffres-forts de manière électronique. On l'a vu pendant le confinement, diffuser aussi les tickets restaurants, tout simplement, de manière électronique. Et beaucoup d'entreprises n'étaient pas matures de ce côté-là. Il y avait beaucoup de papiers dans les fonctions RH qui circulaient, notamment sur toutes ces tâches administratives. Et donc là, on s'est pris le revers de plein fouet. Combien d'entreprises n'ont pas réussi à temps à pouvoir payer les gens correctement, à pouvoir livrer les bulletins de salaire, livrer les tickets restaurants, faire signer des contrats, tout simplement avec la signature électronique, des choses basiques du quotidien, accéder au dossier du collaborateur.
parce qu'ils étaient stockés dans les armoires. Donc là, des gestes simples d'une DRH, on a vu de plein fouet, on s'est dit que c'est pas possible, on n'est pas une RH digitale. Donc là, il y a eu, c'est encore le cas aujourd'hui, énormément de projets de dématérialisation qui sont en train de se passer. Et tu disais entre le faire, la distorsion qu'il y avait entre l'envie et puis le faire. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère du faire sur tous ces sujets basiques qui vont aider la fonction RH à gagner en productivité. Le deuxième sujet, qui est un sujet que l'on commence à voir émerger dans l'expérience collaborateur, c'est tout ce qui touche à l'humain. Tout ce qui touche à l'humain, tu l'as dit un petit peu Thomas tout à l'heure, ça va être des projets autour de l'engagement collaborateur, des projets autour de la qualité de vie au travail, autour de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et on voit de nouveaux services RH se développer sur, par exemple, le mécénat de compétences, le don de congé solidaire, des sondages pour voir si vous êtes bien à l'aise ou non dans votre travail, etc. Donc ça, ce sont des nouveaux services qui se développent, toujours dans le schéma de l'expérience collaborateur, c'est-à-dire travailler au plus près de l'individu, le connaître en tant qu'individu et non pas en tant que population. Parce que jusqu'à présent, les fonctions RH, vous savez, elles géraient beaucoup par population. Comment je traite les nouveaux embauchés, comment je traite les personnes, les cadres, les employés, etc. Vous travaillez beaucoup par population et là aujourd'hui vous êtes en train de changer d'échelle et vous travaillez maintenant de plus en plus avec l'individu. Et là les technologies vous aident, parce que dans les technologies, notamment avec les moteurs d'intelligence artificielle, on est capable de mieux connaître un individu, de lui proposer des suggestions qui correspondent vraiment à ses appétences, comme vous le vivez au quotidien quand vous allez sur les sites marchands qui vous reconnaissent, qui connaissent très bien vos habitudes. Eh bien, un DRH aujourd'hui, aidé par les technologies, peut beaucoup mieux connaître un individu dans ses aspirations profondes. Et ça, c'est vraiment des technologies qui vont aider et qui aident au quotidien maintenant les DRH. On parle aussi de la diffusion des connaissances, qui est un nouveau champ exploratoire qui est très important. Vous manipulez énormément de connaissances et d'expertise. Eh bien, un des enjeux maintenant des prochaines années, c'est de diffuser cette connaissance et d'aider par les technologies. On voit de plus en plus de projets, par exemple, autour de chatbot. Je crois qu'il y a 23% des entreprises qui déploient des projets de chatbot. Déjà pour pouvoir converser au premier niveau avec un collaborateur, le support premier niveau d'un collaborateur, même s'il est dématérialisé, s'il est bien dématérialisé, ça va aider la fonction RH. Et puis toute la connaissance sur le réglementaire RH que vous avez besoin d'expliquer, que vous avez besoin de véhiculer. Et là, les technologies peuvent vous aider aussi à transférer ces savoirs et ces connaissances au sein de l'entreprise ou au sein des experts RH. Pour finir sur les propos sur les technologies, nous on prépare la prochaine révolution technique, technologique, qu'on appelle la révolution vocale. Vous commencez de plus en plus dans votre vie au quotidien à utiliser la voix avec vos téléphones, vos portables en général. Alors vous commencez à parler, à converser. Les technologies arrivent à comprendre ce que vous dites et formuler une réponse cohérente. Eh bien, on pense que dans les applications de gestion, progressivement, on va commencer à transformer les processus qui sont aujourd'hui très normalisés dans les espaces de saisie, progressivement avec la voix. Donc ça va progressivement s'installer. Et ça va être toujours dans le sens d'une meilleure expérience collaborateur, de façon à pouvoir aider les collaborateurs à mieux converser avec vous et avec le système d'information de l'entreprise. Voilà ce que j'avais à dire sur la partie expérience collaborateur. Merci à vous. Merci infiniment Véronique. On comprend, on n'a pas besoin d'une interface de reconnaissance vocale, c'est bien quand le propos est clair. Je propose qu'on enchaîne et on prendra les questions après. Là, finalement, on vient de voir au travers du propos de Thomas qu'il y a une envie, mais que maintenant, cette envie, il y a une nécessité de passer à l'acte. La technologie est là pour notamment y répondre. Ce n'est pas évidemment la seule dimension, c'est liant. Encore faut-il être en harmonie avec le nous, donc très bien. Maintenant, autant que le vouloir et le pouvoir sont réunis, c'est pas pour ça que la fonction RH ne se retrouve pas en capacité de choisir. À un certain moment, il y a une telle pléthore d'offres, d'outils, de méthodologies, etc. C'est un peu compliqué, notamment dans le domaine de la formation. Et sur ce point-là, j'aimerais passer la parole à Alain Frédéric, qui représente la FED, face à toute cette complexité. Alors, est-ce qu'il faut avoir une vision globale? Comment faire la part des choses? Quel regard portes-tu sur ce point? Tout le monde s'est levé, je me lève aussi.
Tu peux parfaitement, Stéphane. Et Thomas nous a parlé tout à l'heure de l'âge du fer. Moi, je vais vous parler de l'âge du bronze. C'est le privilège de mon âge, et je vais vous faire une confidence, et vous allez voir pourquoi après. Le 16 juillet 1971, lorsque la première loi sur la formation a été votée, j'ai été formateur. J'ai été formateur, plus exactement, si ça vous intéresse, j'ai été formateur à l'École nationale d'artillerie, et si vous avez des questions sur le canon 155 monté sur char AMX, je pourrais répondre à vos questions. J'ai encore quelques restes de cette époque. Alors pourquoi je vous parle de cette époque? Tout ça pour vous dire que je connaissais la formation en 1971, eh bien elle n'a pas évolué depuis 1971. Elle n'a pas évolué. Lorsque je formais les sous-officiers à une pièce d'artillerie, j'utilisais une méthode qui était dans mon manuel, que j'avais acquis à Saint-Alexandre, et qui était la FEST. Donc la FEST existait déjà en 1971, et c'était déjà le résumé de ce qu'on appelle le TWI, que les Américains avaient inventé. Donc ça n'a pas changé. La FEST aujourd'hui, c'est une grande nouveauté qui date de 1941 et que j'avais mis en œuvre en 1971. Donc ça n'a pas changé. Deuxième chose qui n'a pas changé, dans les années 70, à Biarritz, il y avait un festival de vidéos qui préparait des tutos. Alors les tutos d'un peu plus long, aujourd'hui font 3 minutes, c'était des tutos de 20 à 30 minutes et qui faisaient de la formation à distance dans les entreprises. Donc ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on fait des tutos. J'ai d'ailleurs moi-même une chaîne qui s'appelle ALF, les chats de la formation, et qui, une cinquantaine de tutos sur comment gérer le service formation. Donc ça n'a pas changé. En revanche, s'il y a une évolution, c'est tout simplement parce qu'on est obligé, alors de façon dramatique, de s'adapter. Et on a beaucoup de retard. Chaque fois qu'on s'adapte en matière de formation, on essaie de rattraper en quelque sorte du retard. Il y a des technologies. Alors on va parler de digitalisation, effectivement. Quand on voit le nombre incroyable de nouveaux modes, de nouvelles modalités de formation digitale, alors je vais juste vous en citer quelques-uns, peut-être que vous allez en découvrir. On connaît bien sûr les webclass, les webinars, on connaît les serious games, comme si les jeux devaient être sérieux. Un jeu, c'est pour s'amuser, pour ancrer des savoirs. Il y a aussi les MOOC, il y a aussi les SPOC, et j'oublie peut-être la tweetologie, que j'ai pratiqué quelque temps, sur la base de ce que j'avais pu observer chez un professeur de maths à La Rochelle. Et donc, on a plein de nouveaux moyens digitaux, et maintenant il y a les tutoriels, et puis aussi les capsules. On parlait tout à l'heure de gestion de la charge cognitive, c'est Véronique qui nous a parlé de ça. Je crois qu'on va vers une décervellation, c'est un nouveau terme, on va l'accepter ou on va en trouver un autre. Une décervellation, c'est-à-dire qu'à mon époque, pour être expert, il fallait avoir beaucoup de mémoire. Aujourd'hui, il faut savoir où se trouve l'information, et surtout l'information à jour. J'ai calculé, par exemple, qu'un DRH devait à peu près maîtriser 1800 informations précises. Il ne peut pas les retenir, il ne peut pas être certain qu'elles sont à jour dans son cerveau. Donc il faut simplement qu'il sache où les placer et où les retrouver. C'est là que l'électronique va nous permettre de le faire. Donc, cette évolution de la digitalisation, cette adaptation, c'est ce que j'étais en train de vous dire, on en a la preuve. Là, pendant le confinement, on m'a beaucoup demandé d'intervenir en classe à distance. Et chaque fois, c'est parce qu'un formateur se désistait, parce qu'il n'était pas certain de maîtriser les outils et surtout de maîtriser cette pédagogie. La pédagogie à distance, ce n'est pas la même que la pédagogie que l'on a dans une salle normale. Et d'ailleurs, ce n'est pas la même que lorsqu'on s'adresse à un public. Toutes ces pédagogies n'avaient pas évolué depuis des années. Aujourd'hui, il reste encore à écrire la pédagogie de la formation digitale. Elle n'est pas encore complètement concrète. L'autre point, c'est l'individualisation. On est obligé d'être de plus en plus individuel. Tout à l'heure, Véronique nous parlait de l'individu. On a traité une population d'individus individuellement. Aujourd'hui, ça devient une véritable obligation parce qu'on va de plus en plus faire des parcours individuels de formation, les PIF, parcours individuels de formation par métier, pour prévoir des mobilités, pour prévoir des changements fonctionnels. Et donc, ce plan individuel de formation, je l'ai vu déjà dans de très grandes entreprises, comme Laurent Merlin, avec plus de 10 000 salariés, où il y a un plan de formation à 5 ans pour chaque personne. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont opté pour le plan de formation individuel, qui est beaucoup plus facile à gérer que le plan de formation basé sur des recueils de besoins. Il n'y a pas de recueil de besoins, il y a des recueils de performances nécessaires. Et puis, le troisième point, qui va peut-être nous permettre de réfléchir aujourd'hui, c'est la synchronisation de la formation. En fait,
il y a une quarantaine de modalités différentes de formation. À part le présentiel, le stage présentiel, il y en a 39 autres, avec du digital, du non-digital. Il y a des ateliers d'échange, il y a de l'analyse de la valeur, il y a plein de pédagogies différentes. Et en fait, la seule pédagogie qui vaille, c'est celle qui soit le plus proche de l'expérience métier. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va former quelqu'un, on le forme dans les conditions réelles de l'exercice de son métier, on a des chances de réussir. Je vous donne un exemple personnel. Lorsque j'étais directeur de formation, j'avais demandé à un professeur d'anglais, puisque j'étais dans un groupe international, et la prof m'a demandé dans quelles conditions j'allais parler anglais. Je lui ai expliqué que c'était au téléphone pour échanger avec mes collègues. Eh bien, la formation qui m'a été donnée, et qui était très très dure, c'est de recevoir un coup de téléphone tous les lundis matins, 1 heure au téléphone pour progresser en anglais, mais dans les conditions réelles. Et ça m'a permis d'être immédiatement efficace. Donc la synchronisation, c'est rechercher une modalité de formation la plus proche possible de l'expérience professionnelle ensuite. Les autres points qui sont importants, c'est les applications. Pourquoi est-ce qu'il va falloir évoluer, faire évoluer la formation et faire évoluer les compétences? Tout simplement parce que les métiers aussi vont évoluer. Je pense qu'il paraît évident aujourd'hui que tous les métiers vont changer. Je dis bien tous les métiers. Et on peut même dire que tous les métiers vont disparaître, quelquefois renaître de leur centre, mais quelquefois complètement disparaître, et de nouveaux métiers émerger. Et la compétence technique va durer très peu de temps. Grosso modo, on peut considérer qu'une compétence technique aura 18 mois d'espérance de vie. Ce qui va se développer le plus, ce sont les compétences transverses, ces compétences que tous les collaborateurs, en particulier l'encadrement, devront avoir et qui n'ont plus rien à voir avec les compétences métiers. N'importe qui pourra acquérir des compétences métiers. J'ai suivi une expérience chez KSB, tout à fait exceptionnelle. J'ai appris à réparer une fuite d'huile sur une pompe hydraulique, alors que j'avais jamais mis les pieds dans une usine. Tout ça avec la réalité virtuelle. J'ai pu découvrir comment c'était, comment est une pompe, comment on change un joint, où est-ce qu'on repère la fuite et comment on travaille. Donc, n'importe qui va pouvoir acquérir n'importe quelle compétence à condition d'avoir été préparé dans la capacité à apprendre. Donc, voilà notre future compétence. Alors, ces métiers vont changer. Bien sûr, je ne vais pas vous faire la liste de tous les objets connectés qui vont changer les métiers. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les technologies nouvelles qui arrivent, sauf que peut-être. Je voudrais juste donner un petit point là-dessus parce qu'on n'en a pas assez pris conscience. Quelle est d'après vous la plus grande révolution technologique de ces 50 dernières années en termes d'objets technologiques? Je parle d'ordinateur, je ne parle pas de digital. Il y a un objet, proprement dit, qui va révolutionner notre pays. Alors, c'est plus par l'organisation, mais surtout l'imprimante 3D. On n'imagine pas ce que l'imprimante 3D va faire. Non seulement elle va changer tous les métiers vont avoir à un moment besoin de retrouver des pièces, ou alors de se procurer des pièces qui n'existent plus. Mais je vais vous donner juste un exemple. J'habite Vernon, en Normandie, et à Vernon, on a l'aérospatiale. Et je peux vous dire que depuis le 1er janvier 2020, la totalité des pièces du moteur de la fusée Ariane, je dis bien la totalité des pièces du moteur de la fusée Ariane, sont fabriquées en imprimante 3D. Il n'y a plus aucun usinage, plus rien. Tout est fait en 3D. Ce qui veut dire que vos métiers, vos entreprises vont s'industrialiser, mais à partir non pas d'usines, pas à partir de colle bleue, mais à partir de colle blanc, avec même des masques qui vont travailler autour d'imprimantes 3D. Et je pense, mais là je vous fais juste une prévision, c'est qu'il va y avoir des super fabricants et qu'une grande partie de la population aura des imprimantes 3D dans son garage ou dans un bureau, et que la nuit, on fabriquera des pièces qu'on vendra à des entreprises qui ensuite les assembleront. Ce sera une façon aussi de réindustrialiser la France sans construire une seule usine. Donc tout ça, et encore, je vous ai parlé d'un centième de cette révolution des métiers, il y en a encore plein, et je prépare d'ailleurs un ouvrage qui va s'appeler Traverser la rue mode d'emploi, et qui va montrer, traverser la rue bien sûr, mode d'emploi, c'est-à-dire comment il faut se préparer au métier de demain. Et je vais terminer sur une chose, c'est ce que les RH vont pouvoir faire en matière de formation. Alors, d'une part, s'adapter, bien entendu, et toutes les modalités sont là. Simplement, il va falloir s'habituer, et le confinement il a commencé à nous habituer. Il va falloir
trouver de nouvelles modalités de formation et se débarrasser de ce poids que nous avons depuis le XIIe siècle, du stage présentiel, comme ça se faisait autrefois, un stage présentiel avec des étudiants, un professeur qui sait et un polycopier à la fin, qui était autrefois sur du parchemin et qu'aujourd'hui, sur une question de clé USB, il faudrait le faire évoluer et je compte beaucoup sur vous pour de nouvelles modalités. Et le deuxième point qui est important, c'est l'expérience en formation. On n'a pas encore commencé à travailler sur l'expérience utilisateur en formation. Comment est-ce que les gens veulent être formés? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il faut des séquences de 30 secondes ou d'une minute, comme il m'arrive de le faire? Est-ce qu'il faut zapper? Est-ce qu'il faut que les contenus soient d'abord envoyés et qu'ensuite on ait un crédit d'expert? Toute la pédagogie et toute l'expérience formée, l'UX design de la formation, a besoin de démarrer aujourd'hui. Et si vous avez un métier à créer dans les prochaines années, c'est bien celui de UX designer. Merci de votre attention. Merci infiniment Alain Frédéric. Alors effectivement, avant de te passer la parole, je vois tout à fait le lien là qui, au fond, tu es en train de nous dire qu'il y a tout un tas de choses qui ont changé et tu nous as dit un truc que je trouve très vrai, qui est on apprend en faisant, et finalement en toile de fond, dans l'expérience de la formation, un truc qu'on nous dit dire qu'il faut aussi la capacité à donner envie, donner envie aux gens. Et donner envie, les outils, ils ont aussi ce rôle-là. C'est-à-dire qu'à un certain moment, un outil, une méthode, quelque chose que l'on implémente, a ses propres caractéristiques et est porteur d'une certaine expérience en lui-même, ce qu'on pourrait appeler l'employee journey, le voyage que le salarié va faire au travers des outils, notamment au travers des outils collaboratifs. Alors sur ce thème-là, j'aimerais écouter, pour le coup d'expérience, Elena de Cornerstone Engineering, s'il te plaît. Merci beaucoup Patrick. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel, je travaille chez Cornerstone. Je vais redescendre d'un niveau par rapport à tout ce qui s'est dit. On va parler d'outils digital et comment aujourd'hui, vous en tant qu'ARH, vous pouvez mettre à disposition des outils, que ce soit Cornerstone ou un autre. L'idée, c'est pas aujourd'hui de parler pour ma société, mais c'est de vous montrer comment ces outils-là aujourd'hui peuvent vous aider à rendre un peu concret en fait tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent. Moi, l'expérience collaborateur, j'aime la qualifier comme la somme du ressenti de ce que va ressentir un collaborateur tout au long de sa carrière dans une société, du moment où il va prendre connaissance que la société existe, parce que c'est là que ça commence, jusqu'au moment où il va sortir. Donc on va parler de l'offboarding notamment. Donc pour moi, c'est vraiment la somme de tout, ces ressentis-là. Et donc la première impression, et c'est aussi, je pense que pour ça, Thomas, que l'accent est mis aujourd'hui sur le volet recrutement et onboarding chez les sociétés, c'est parce que la première impression est souvent très très importante pour n'importe qui. On n'a jamais deux chances de faire une première impression, comme on dit. Là forcément, je pense qu'il y a une volonté aussi des DRH forte de dire ok, j'ai besoin d'avoir une vitrine qui soit parfaite. J'ai besoin d'avoir une vitrine qui soit parfaite pour attirer les meilleures personnes. Donc ça va de où est-ce qu'on va postuler, où est-ce qu'on va publier nos annonces, donc sur quel job board. Il y a des job boards aujourd'hui, je ne vais pas les citer parce qu'on n'a pas envie de casser du sucre sur le dos des personnes, mais il y a des job boards qui sont déjà vieux. Moi j'ai déjà des RH clients qui me disent je ne veux plus publier sur certains job boards parce que l'image est trop vieille. Et on a d'autres à côté qui sont en pleine explosion. Donc on a bien sûr le canal, mais qui est plus un réseau social, qui est bien sûr LinkedIn, qui est quand même aujourd'hui absolument incontournable aujourd'hui dans la publication des offres d'emploi et dans le recrutement. Mais on a aussi des choses comme par exemple Welcome to the Jungle aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens dans la salle qui me connaissent. Aujourd'hui, ils ont une croissance et une image qui est incroyable parce qu'ils ont su surfer sur ce côté je vais tout faire pour construire une expérience candidat et pour montrer de quoi ma société est capable en termes de, je vais dire un peu un gros mot, mais en termes un peu de paillettes. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il fonctionne. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, Welcome to the Jungle, c'est le 3e plus grand média français sur LinkedIn. C'est-à-dire que c'est eux qui ont le plus d'abonnés sur LinkedIn. Après, je crois, Le Monde, et je me demande si ce n'est pas Les Échos le 2e. Donc ça, c'est incontournable. Et ça montre vraiment l'importance qu'il y a aujourd'hui, l'expérience candidat, comment on veut attirer. Ensuite, une fois que vous avez décidé, vous, en tant que candidat, de postuler, donc vous faites en gros un acte, vous allez dire, moi, tout ce que j'ai vu là, ou tout ce que je n'ai pas vu, c'est pas grave, je vais quand même postuler. L'acte d'aller donner sa candidature, elle est quand même assez forte. Et là, souvent, c'est là qu'on a un vrai problème, c'est qu'on peut être sur Welcome to the Jungle, mais si derrière votre processus de recrutement,
On ne peut pas les poser son CV sur mobile, on ne peut pas aller sélectionner les dates d'entretien qu'on souhaite avoir avec les recruteurs sur mobile. C'est vraiment en fait, on arrive dans l'arrière-boutique et l'arrière-boutique est moche. En fait. Voilà, c'est un peu ça le constat que font les candidats aujourd'hui. Je ne sais pas si beaucoup de gens d'entre vous ont déjà postulé aujourd'hui entièrement sur mobile. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est qu'on est à 70% aujourd'hui de candidatures mobiles maintenant. 70% des candidatures sont envoyées via mobile. Donc ne cherchez pas, c'est principalement les gens qui ont entre 18 et 35 ans. Eux c'est 100%. Et après, quand on va dans les tranches d'âge un peu plus anciennes, les taux sont plus bas, bien sûr. Mais globalement, il y a une vraie tendance de fond aujourd'hui sur le fait de postuler via mobile. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le recrutement? Aujourd'hui, un process de recrutement qui est bien fait de A à Z, si vous posez la question après aux personnes que vous avez recrutées, est-ce que vous seriez prêt à recommander votre société sur des plateformes comme Glassdoor ou autre, vous avez 98% des personnes qui vous disent oui. 98% de vos salariés que vous avez embauchés seraient prêts à vous dire oui, je suis prêt à le faire. Est-ce qu'ils le font tous? Non, ils ne le font pas en fait. Ils ne le font pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce qu'en fait, personne ne leur demande de le faire. Personne, il y a très peu de recruteurs qui vont voir les gens qu'ils ont recrutés pour aller leur dire écoute, si tu es totalement satisfait du process que tu as eu de A à Z, est-ce que tu es prêt à aller mettre un commentaire sur Glassdoor? Alors, je parle de Glassdoor parce que c'est quand même aujourd'hui le site sur lequel les personnes vont aller vérifier un peu les avis des sociétés et les avis des process de recrutement. Donc c'est un peu le média de référence sur le sujet. Et donc on a 90% des personnes qui sont prêtes à le faire, mais personne globalement qui le fait en fait. Voilà. Et ça c'est quelque chose dont à mon avis les recruteurs devraient s'inspirer. C'est-à-dire que je suis pas persuadé que si jamais à la fin du process, quand vous allez dire au candidat qu'il est sélectionné, on va dire bah là on va rentrer dans le process, on va signer ton contrat, ainsi de suite. Est-ce que si tu es d'accord, est-ce que tu veux bien lui mettre une note ou un commentaire sur le processus de recrutement? Je suis persuadé que vous aurez dans les 90%, vous en aurez bien la moitié qui finalement iront par le faire. Ça c'est un peu pareil, j'ai loué une voiture hier avec Drivey, par un particulier, à la fin ça s'est super bien passé. Le loueur, qui est donc un particulier, m'a demandé en fait d'aller mettre, si je pouvais aller mettre un commentaire sur sa page pour montrer que la voiture était propre, ainsi de suite. Et je l'ai fait. En fait, donc on est vraiment arrivé dans ce mode-là aujourd'hui. Et je pense que les gens n'ont plus aucun problème à aller partager leurs bonnes expériences. Et une autre statistique, et après je vais arrêter de parler du recrutement, Glassdoor notamment. Il y a une étude qui a été faite, je crois que c'est par Deloitte il y a 2 ans maintenant, il faudrait peut-être voir les chiffres maintenant, surtout post-Covid. Mais pour toutes les sociétés qui avaient moins, je crois que sur le Glassdoor ça fonctionne par des étoiles, il y a 5 étoiles, vous avez 5 étoiles, une note je crois entre 1 et 5. Toutes les sociétés qui avaient moins de 3 sur 5, 84% des candidats refusaient même de postuler. 84% des gens qui avaient été sélectionnés, qui avaient été vérifiés en fait, les commentaires, il y avait 84% qui finalement avaient refusé de postuler à cette société. Donc ça montre en fait l'importance qu'a aujourd'hui, à tort ou à raison d'ailleurs, ça c'est un autre débat et on n'est pas là pour en parler, mais l'importance qu'a aujourd'hui les avis des gens qui ont été embauchés, des gens aussi qui se sont fait refouler. D'où l'intérêt d'avoir un processus de recrutement qui soit Donc une fois qu'on est recruté, il y a le processus de onboarding. En effet, le processus de onboarding, ça c'est clairement un vecteur qui est facile à mettre en place, comme Thomas l'a dit. Et je pense qu'en effet, moi j'invite toutes les sociétés à vraiment avoir un processus d'onboarding qui soit le plus digitalisé possible au sens administratif, c'est-à-dire signature du contrat, collecte des pièces, ainsi de suite. Parce qu'on n'a plus du tout envie, il n'y a personne qui a plus du tout envie d'aller imprimer des contrats de travail, surtout avec le Covid, les signer, les renvoyer par la poste. Ça c'est terminé. Donc tout ça c'est des frictions en fait qui font que votre process n'est pas tout à fait adéquat. Donc, clairement là-dessus digitaliser au maximum, et après si on sort du côté digital, bien sûr il y a tout le reste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va donner accès à une communauté avant, comment est-ce qu'on va faire rencontrer virtuellement ou non, virtuellement plutôt dans la période, mais on va peut-être y revenir un peu maintenant, son futur manager, comment est-ce que la personne va pouvoir aller vérifier qui sont les nouveaux embauchés en même temps que lui, donc on aura les trombinoscopes, ainsi de suite. Donc ça c'est des choses qui sont
font du digital, mais pas que. L'idée, c'est de s'assurer qu'il y ait de plus en plus d'interactions avant le jour J, et encore après, même après le jour J, s'assurer qu'on a tous les points de contact suffisamment fréquents, manager, collaborateur, ainsi de suite. Donc là, la personne, elle arrive dans notre société. Pour moi, après, on a parlé tout à l'heure de digitalisation, des bulletins de paye, ainsi de suite. Ça, c'est vrai que c'est un marqueur fort quand on arrive dans une société, qu'on voit que tout est digitalisé, c'est bien. Mais pour moi, il y a deux vrais grands process qui, après, changent la donne dans l'expérience collaborateur. Vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais le premier process, c'est le process de la performance et des entretiens annuels, d'un point de vue collaborateur. Je trouve qu'aujourd'hui, arriver de rencontrer son manager une fois par an, mais ça, le fait de le rencontrer qu'une fois par an, ça c'est un autre problème, hein, c'est pas digital, mais de le rencontrer qu'une fois par an et d'arriver d'avoir un formulaire qui fait, je sais pas moi, qui fait 15 sections, on passe plus de temps en fait à comprendre comment le formulaire fonctionne qu'à parler vraiment avec son manager. Ça en fait c'est terminé. Aujourd'hui, il faut qu'on ait des conversations qui soient fréquentes, qui soient courtes, et qu'on doit pouvoir tracer toutes ces conversations directement sur mobile, sur tablette, ainsi de suite. Donc ces outils existent. Et aujourd'hui, ces outils, je pense que c'est vraiment des outils qui changent clairement la donne sur l'image qu'a un collaborateur de ce que la DRH va lui mettre en place. Parce que ça, pour le coup, le process de performance, c'est un process qui est vraiment vu comme obligatoire. Et donc, si c'est vu comme obligatoire, c'est que c'est en général la DRH qui va imposer. L'autre point, et on en parlait juste à l'instant, c'est sur la formation. Sur la formation, on l'a dit, j'ai un besoin de formation. Je suis obligé d'aller consulter un catalogue qui des fois n'est pas forcément disponible en ligne pour aller faire une demande qui doit être que je dois faire la demande uniquement dans la période de collecte des besoins qui est de septembre à novembre, alors mon besoin je l'ai vu au mois de février, pour que ce soit validé au mois de décembre dans un comité d'arbitrage de plan de formation, pour qu'on ait trouvé un organisme de formation qui mette en œuvre ma formation au mois de juin de l'année prochaine. Il y a déjà eu 18 mois entre mon premier besoin et ma formation. Ça maintenant, en fait, c'est quasiment fini en fait. Je ne veux pas dire que c'est fini parce que ça se fait encore beaucoup. Les sociétés ont besoin de collecter les besoins, mais on a besoin d'être plus agile. Comme on vient de le dire, on a besoin d'avoir du digital, on a besoin de répondre à un besoin immédiat. Et donc la capacité d'une société aujourd'hui à proposer des outils de développement personnel que le collaborateur va lui-même initier, ça c'est vraiment quelque chose, un marqueur fort aujourd'hui de l'expérience collaborateur. Donc j'ai mon plan de développement personnel, je sais que j'ai des compétences à développer, je m'en suis rendu compte parce que c'est mon manager qui m'a dit. Je vais aller créer mes propres objectifs personnels, je vais aller sélectionner mes propres formations digitales dans le catalogue. Alors digital ne veut pas forcément dire le cours en ligne rébarbatif qu'on a tous connu, hein. Ça peut être la vidéo micro-learning, comme ça peut être la classe virtuelle qui est animée toutes les semaines par un expert sur un sujet en particulier. Donc tous ces éléments-là aujourd'hui font que la formation est vraiment en train de changer. Et elle a besoin de changer, en effet, comme on vient de le dire, parce que on avait vraiment une image qui était assez vieillotte quand même sur ce domaine. Et les jeunes générations d'aujourd'hui, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'elles ne veulent plus entendre parler. Alors là, je vous parle pour moi, ce qui est les marqueurs forts, mais je pense que ces marqueurs forts-là peuvent être les miens. Il y en a d'autres qui sont, il y en a clairement d'autres qui peuvent être différents pour vous et pour d'autres collaborateurs. Tout dépend si on parle de col blanc, col bleu, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est vraiment à géométrie variable. Il faut connaître votre société et savoir. Et je rejoins Thomas sur ce qu'on appelait la carrière. La carrière, c'est la même chose. Si vous faites une demande de mobilité, c'est pas normal de ne pas avoir de nouvelles. Vous faites une demande de mobilité dans un outil, c'est pas normal de ne pas avoir de nouvelles dans les 3 mois. Ne serait-ce que pour la prise en compte de la demande. Je veux dire, ça paraît aberrant maintenant aujourd'hui de ne plus avoir ce genre d'interaction. Et donc oui, ça aussi c'est un autre marqueur fort. Et pour terminer, je parle parce que j'ai l'impression qu'en fait on a encore du temps. Pour terminer, il y a le process d'offboarding. Et là, le process d'offboarding, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est très peu mis en place dans les sociétés. Quand je parle d'offboarding, je ne parle pas d'aller récupérer le PC qu'on a prêté aux collaborateurs, je parle de toutes les actions qu'on va faire pour accompagner la sortie, que ce soit une sortie voulue ou non, et accompagner même l'après. Aujourd'hui, je crois qu'il y a moins de 20% des grandes sociétés du CAC 40 qui ont un vrai process d'offboarding. Donc notamment, on voit de plus en plus de choses comme des communautés d'anciens qui sont créées, des personnes qui peuvent toujours accéder au système d'information pour pouvoir consulter leurs propres données, pouvoir retrouver leur bulletin de salaire, ce genre de choses, mais même pour parler de leur expérience avec des personnes qui sont toujours
dans la société. Ça, c'est des choses qu'on va avoir de plus en plus, à mon avis, arriver dans les années à venir. Parce que clairement, il y a les gens c'est pas parce qu'une personne quitte une société qu'on n'a plus envie de parler aux personnes qui sont toujours présentes dedans. C'est pas parce qu'on n'a plus envie de repartager son sentiment sur un projet dans lequel on aurait travaillé pendant qu'on était dans la société, qui a un impact encore plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment tout ce process-là qui, à mon avis, fera que si on veut vraiment clôturer une expérience collaborateur de bout en bout, eh ben, il faut vraiment le prendre en compte. C'est un vrai sujet aujourd'hui, je pense que les collaborateurs l'attendent, et à mon avis, c'est là où les DRH vont aussi avoir une vraie valeur ajoutée en proposant ce genre de choses. Tu as fini ? J'ai fini. Super, merci infiniment Emmanuel. On a la nécessité, là encore, d'avoir une vision globale, ne serait-ce qu'au travers des outils, même les outils. Je voudrais vous proposer quelques mots de conclusion tout à l'heure. Alors, Frédéric a dit finalement qu'en 71, ou depuis 71, les choses n'ont pas changé. Je crois que c'est Marx qui disait l'histoire se répète toujours deux fois. La première comme une tragédie, la deuxième comme une farce. Il y a des modes managériales, et tous les 3 ans, vous avez une nouvelle mode qui débarque avec la nouvelle pierre philosophale du management qui va résoudre tous les problèmes, bien évidemment. Généralement, la récurrence de ces modes est révélateur d'un problème de fond sous-jacent qu'on n'a pas réussi à résoudre. Dit en d'autres termes, s'il y a régulièrement des marronniers dans la presse au mois de mai sur les régimes, c'est soit qu'on a un problème de poids, soit qu'on a un problème de représentation du sujet, mais il y a un problème de fond. D'accord ? Si ça vous intéresse d'ailleurs, puisqu'il faut faire son prosélytisme, on a fait un super podcast là-dessus sur les modes managériales avec Maël Bossu qui s'appelle storyrh.fr, qui ne vous raconte pas d'histoire. On essaie justement de dire les choses avec vérité. Alors on voit là que les RH peuvent réunir l'ensemble des paramètres, l'envie qui se déclenche, comme l'a dit Thomas. La technologie est là, nous a dit Véronique, y compris en ayant la capacité à tenir compte de l'humain. On a vu que la formation était un des lieux dans lesquels il y a une certaine complexité, que pourtant la panoplie de tout ce qui existe est là, et puis tu nous alertes aussi sur un certain nombre d'éléments dont il faut prendre compte d'un point de vue concret. Mais alors la fonction RH, j'ai entendu quels sont les domaines qu'elle doit essayer de développer, d'investir pour essayer de faire en sorte que tout ceci, ça marche. Et je voudrais, alors je parle d'expérience, d'expérience collaborateur. J'en ai relevé quelques-uns, mais il y a deux facteurs clés de succès pour l'expérience sur lesquels je voudrais terminer. Yanis, le niveau des batteries est faible. Ça tombe bien, c'est la fin, donc tout va bien. Alors oui, il y a le digital, bien sûr, mais le digital pour elle, c'est-à-dire qu'il y a la propre acculturation de la fonction RH à l'utilisation du digital, c'est d'être tout digitalisé, mais il faut développer son niveau de culture sur le sujet. Véronique, tu nous as en partie alerté là-dessus. Quand on était dans cette phase de confinement, où tout d'un coup on s'est rendu compte que les gestes simples de la RH, de temps en temps, ça devenait un petit peu compliqué. Bien sûr, ça c'est la base. Deuxièmement, il faut qu'elle développe des capacités en matière d'analyse des données et de culture d'analyse des données, parce que c'est bien gentil d'avoir des données, mais de passer de la donnée à la connaissance, à l'intelligence de la prise de décision, il y a tout un pas qui ne se fait pas comme ça en claquant du doigt, et qui relève de la culture de l'analyse des données, et notamment de la culture des métiers. Et la culture des métiers, c'est aussi comprendre comment fonctionne l'entreprise, et c'est la culture business. Et je pense que c'est une des dimensions, d'ailleurs vous l'avez un peu tous rappelé en toile de fond, une des dimensions dans lesquelles elle doit investir. Et ceci ne peut pas fonctionner si on n'a pas un SIRH digne de ce nom. Parce que c'est bien de parler de tout un tas de trucs nouveaux, en même temps, le basique de tout ça, c'est quand même le SIRH, les data, elles sont là. Et si les données qu'on a au Brésil ne sont pas les mêmes qu'on a à Kuala Lumpur, il y a juste un moment où il y a un petit problème d'expérience qui va se faire. Mais je voudrais juste terminer sur quelques mots simples. Il n'y a pas d'expérience collaborateur digne de ce nom si on ne sait pas vivre ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir se préoccuper des gens. Là, on revient sur ton propos initial, Véronique, que je partage complètement. Et il me semble qu'il y a deux préalables à tout ça. Le premier, c'est respecter les gens. C'est simple, hein. Vivre ensemble, c'est quoi? C'est respecter l'autre. Et je pense qu'on a beaucoup de boulot de ce point de vue-là. Particulièrement dans les phases difficiles dans lesquelles on a beaucoup de mal à accepter les frustrations que la crise pourrait nous imposer et que tout d'un coup l'autre devient le réceptacle de tous nos énervements. Honnêtement, je pense que nous avons un enjeu, à commencer par tout ce qui est discrimination, nous avons un enjeu de respect de l'autre qui est énorme. Ce n'est pas les outils qui font ça, donc là encore c'est l'intention qu'on y met. Et puis respecter la raison pour laquelle on est ensemble, c'est-à-dire respecter l'entreprise. Et l'entreprise, pas au sens où je respecte mon employeur, bien sûr, mais au sens de respecter le bien commun que représente le projet de l'entreprise. Et là, je pense que ça renvoie à la fonction RH, notamment un truc simple qui s'appelle la RSE. C'est-à-dire quelle est la dimension sociétale de l'entreprise et le respect des parties prenantes. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un déséquilibre exagéré au profit des intérêts d'une seule des parties prenantes, alors il ne faut pas rêver. Je pense que l'expérience collaborateur restera celle qu'on connaît. Et là, tous les outils du marché ne pourront pas nous affranchir de cette dimension-là.
Donc les fondamentaux du métier RH restent les mêmes. Et merci à Frédéric de l'avoir rappelé. C'est pas parce qu'il y a des choses qui changent en surface que le fond a changé. Pour autant, on a aujourd'hui une puissance de feu qui est sans commune mesure avec ce que nous avions auparavant, en ayant des points de vigilance, bien évidemment. Donc il suffit de les avoir. Nous pouvons le faire, évidemment, il n'y a plus qu'une question d'envie et de s'y mettre. C'est ce que nous espérons vous avoir donné comme envie, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous avez envie de réagir sur slido.com, soit en commentaire, soit en interrogation, en désaccord profond? Pour critiquer l'intervention de Thomas, je trouve que ce serait bien. Il y a une question, mais il n'y a pas de micro en fait. Mais vous pouvez les mettre là, ou vous pouvez les faire aussi là. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas le droit au micro dans la salle. Voilà. Si, il y a des micros. C'est un micro, mais vous le gardez alors après. Comment la procédure se... Non, en fait, moi, je m'interrogeais aujourd'hui, on comprend bien que les DRH ont compris que c'était important de travailler sur l'engagement, l'expérience collaborateur, etc. Mais vu le contexte économique actuel, est-ce qu'un DRH a vraiment le pouvoir, auprès de sa direction générale, pour négocier des moyens, des budgets, des moyens humains, pour vraiment mettre en place un programme d'engagement ou d'expérience collaborateur avec des outils, des actions, parce que tout ça, ça coûte quand même un peu d'argent et un peu de ressources. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont on dit, bon, bah, c'est bien, mais on verra en 2024, ou il y a des opportunités quand même dans les prochains mois? Oui, vas-y. Non, en fait, la question a été posée dans le baromètre sur qu'est-ce qui limite, ça rejoint votre question, hein. Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas à l'acte? Donc il y a tout un certain nombre de questions là-dessus. La réponse, c'est le manque d'impulsion de la direction, la lourdeur de l'organisation. Ce n'est pas un problème de budget, ça c'est important, ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème d'organisation et d'impulsion. Et moi j'ai envie de vous retourner la question en fait. À qui est-ce de donner l'impulsion? On est sur un sujet stratégique qui concourt à la performance de l'organisation, qui concourt au repositionnement de la fonction RH, qui est attendu par les collaborateurs, qui lui permet de rentrer dans le XXIe siècle, je parle de l'entreprise. À qui est-ce de donner l'impulsion? C'est au DRH. Et je pense que là, il y a vraiment un changement de posture à avoir sur tous les sujets. Pas que sur, enfin, tous les sujets critiques qu'on vient d'évoquer d'ailleurs. En fait, ce qu'a évoqué Patrick, c'est que si la fonction RH se veut transformatrice de l'organisation, elle doit se transformer. Elle doit se transformer sur la notion digitale. Il y a un taux de sous-équipement qui est quand même assez impressionnant au sein de la fonction RH, au regard du monde dans lequel on est, encore une fois, pour faire écho à ce monde-là. Sur la dynamique marketing, la dynamique financière aussi, on parlait de business, il y a quand même un certain nombre de trous dans la raquette. Et sur l'expérience collaborateur, on va parler ça de compétences marketing. En fait, je pense que les DRH doivent changer de posture et passer du courage à l'audace. Les DRH sont extrêmement courageux. Ils n'arrêtent pas de prendre des chocs exogènes de l'organisation à la face et ils les gèrent extrêmement bien. Que ça soit la crise sanitaire, mais ça peut être la crise économique, la crise sociale, les changements organisationnels, les changements technologiques qui leur sont imposés, les changements légaux, je n'en parle même pas en France. En fait, c'est que je suis persuadé que l'expérience collaborateur, comme les autres sujets qu'on a évoqués, sont en droite ligne avec la mission des professionnels RH. S'il veut remplir sa mission, il doit continuer évidemment à être courageux, mais il doit passer à l'audace, c'est-à-dire d'aller en comité de direction pour dire qui c'est qui pilote le plus gros budget de l'entreprise, c'est moi. En fait, l'humain aujourd'hui dans l'organisation, c'est ce qui fait l'entreprise. On ne parle plus de capital financier ou de capital industriel, même si ça reste important. Ce qui fait la différence d'une organisation par rapport à une autre, ce sont les femmes et les hommes qui composent l'entreprise. C'est ça son moteur de compétitivité, c'est ça sa différence RH. C'est-à-dire et pour accepter et respecter l'autre, je rejoins le propos de Patrick, il faut être dans une forme de différence, d'acceptation de la différence. C'est au DRH d'aller voir son DG. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est simple. Je comprends bien toutes les injonctions qu'on a aujourd'hui sur le quotidien. En fait, les DRH font les pompiers aujourd'hui, et moi je suis en train de dire, mais pourquoi vous ne construisez pas une maison qui est inufigée? On est sur deux propos un peu complètement. C'est pas le même horizon temps. Là, effectivement, on est dans le quotidien, et c'est bien qu'on soit sur le quotidien. Mais il faut que le quotidien nous amène à autre chose. Allez voir les DRH, allez voir le DAF, mettez-lui une petite tape sur la tête pour qu'ils comprennent que celui qui pilote la transformation de l'organisation, le business, c'est vous, c'est les professionnels RH et pas quelqu'un d'autre. Pardon de ma véhémence.
C'est bien, c'est de la conviction et de la passion, c'est essentiel. Merci Thomas. Une autre question peut-être? Oui. Je voudrais le garder en main. C'est un micro à usage unique. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Sylvie, fondatrice de New Dawn. Je rentre de Silicon Valley après 15 ans de choses de tête en high-tech et clean tech. Et donc c'est une grande adaptation. Ça fait 2 ans que je suis là. Et il me semble qu'une fondation de cette digitalisation, c'est le haut débit. Donc j'aimerais vraiment beaucoup avoir un retour de tous ces DRH qui font énormément d'efforts pour mettre en place toutes ces politiques, ces actions. On a vu beaucoup de zones blanches pendant le confinement. Quel est votre retour par rapport à la collection de vos employés? Vous soulignez un point qui est absolument essentiel, et j'ai envie de rajouter un truc, donc il y a la question de débit, bien évidemment, et je pense que la France a des sacrés enjeux de ce point de vue-là, et qu'il y a peut-être des postures rétrogrades à mon avis qui va falloir secouer un peu pour faire avancer les choses. Il y a une autre dimension à mon avis aussi qui est l'excès de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de bureaucratisation de l'informatique. Il n'y a pas que l'informatique d'ailleurs qui se bureaucratise, mais un excès de bureaucratisation qui fait qu'à un moment la multiplication des règles en tous sens conduit à ce que la mise en œuvre concrète du digital dans certaines boîtes devienne très très compliquée, y compris à distance. Où tout d'un coup, vous rendiez le spectre de la norme, de la sécurité, du machin, et ce qui fait que vous ne pouvez pas exercer votre job. Vous pointez du doigt là un truc qui est un décalage entre l'intention et puis après la manière de le faire, où on est procédurier, très administratif, et ça c'est un enjeu culturel. Et ça nous renvoie à une question de fond, là encore sous-jacente, c'est notre rapport à la notion de risque. Parce que pourquoi on est dans ce contrôle de partout, c'est parce qu'on est en train de tout verrouiller. On verrouille tout parce qu'on a peur. Voilà. Mais bien sûr, vous posez une question de fond. D'ailleurs, moi je trouve que dans certaines entreprises, de l'expérience que j'ai eue avec des différentes entreprises avec lesquelles je bosse, je trouve qu'il y a une réactivité de ce point de vue-là, que ce soit pour distribuer des portables, que ce soit pour essayer d'augmenter de la bande passante, d'assouplir un certain nombre de règles et de normes dans une période transitoire, c'est bien évidemment, le contrôle va revenir direct derrière, mais j'ai trouvé quand même que dans la plupart des entreprises, il y avait une sorte de... C'est un moment, et j'ai envie de faire l'écho avec la notion d'agilité. Quand on doit aller à l'essentiel, on va à l'essentiel. Et ce que nous a appris cette crise, c'est qu'à un certain moment, il faut juste arrêter de tortiller, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça sert à rien. On parlait de budget tout à l'heure, mais à un moment, ne pas détruire l'engagement des salariés, ça commence par un certain nombre de trucs qui sont très simples à faire, à commencer par réprimander un certain nombre de dirigeants qui ont des comportements qui détruisent le respect de l'autre, à commencer par pas dire un bonjour à un stagiaire dans un ascenseur. Enfin, toutes ces choses élémentaires qui coûtent pas un rond. Mais on est juste en train de redécouvrir ça. C'est pas de l'agilité, ça s'appelle juste se comporter simplement et ne pas s'alourdir de processus inutiles. Il y a quand on est beaucoup trop gras qu'on peut se les garder. Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La question, c'est est-ce qu'on va tirer des enseignements de ça et est-ce que ça va infléchir nos comportements ou est-ce qu'au contraire, les comportements, généralement, où les intérêts personnels prévalent sur l'intérêt du bien commun, vont revenir au galop, quoi. La question du travail à distance, de ce point de vue-là, est révélatrice, je trouve. Qu'est-ce que ça va donner si on savait? Mais vivement la 5G, monsieur. Je vais compléter votre propos. Oui. Tu peux présenter celui qui tend le micro? Non, bien, président du comité du programme, accessoirement porteur de micro, porteur d'eau également. Spécialiste du déploiement et de la désinfection des micros et du saut de focale. Ça va. Je voulais juste compléter votre propos qui était sur justement ce lien qui caractérise a créé en fait un vide. Je m'explique par ça. On s'est focalisé sur la production, sur les prix, sur les langues, sur tout ce qui faisait que le service allait continuer de fonctionner. On a créé en fait une zone de vie qui était la zone de vie du collaborateur, du lien au collaborateur, qui lui se faisait dans un couloir, dans une machine à café, ce petit temps informel, formel. Moi, ce que je dis à mes collaborateurs, je représente le Conseil national des barreaux. Je leur dis, prenez le temps de perdre du temps. Ne l'oubliez pas, C'est essentiel dans votre relation au quotidien. Si vous ne le faites pas, en fait, vous en oubliez les petits champs intermédiaires qui étaient votre relation quand vous étiez en présence. Et vu qu'on développe le télétravail, il faut se prévenir pour tout ça. On va arriver à des risques psychosociaux liés au télétravail, à un accompagnement qu'il va falloir faire des managers.
On est dans un schéma qui est en train de changer, mais n'oubliez pas de parler aux collaborateurs, de parler à vos équipes, de prendre le temps de dire des bêtises, des ignominies, de tout ce qu'on veut, de commenter, et de maintenir ce lien. C'est essentiel. Et ce lien, on peut l'avoir à distance. C'est bien. Et ça, on l'a à distance. Et le télétravail, le travail à distance, me concernant, a été un travail essentiel d'appeler les collaborateurs, de prendre le temps d'entendre, de prendre la température, de ne pas parler de travail. On savait qu'on était dans une démarche de réaliser les objectifs, les valeurs, etc. Mais c'était ça ce que c'est. Et ça, c'est moi, je voulais le partager parce que c'est ce qu'on est en train de travailler avec les cabinets justement pour accompagner. N'oubliez pas que c'est le moment important. Je partage votre point de vue. C'est pour ça que j'ai écouté, moi. Pour moi, on peut conceptualiser, agir, piloter, et si on n'a pas l'écoute et l'échange, ça sert à rien. Absolument. Je disais, il y a un joli titre créole à l'humoriste qui dit qu'il faut savoir écouter, pousser les fleurs. Et c'est exactement ça. Peut-être des points intervenir sur... Oui, merci pour cette remarque, je partage tout à fait. Effectivement, on a été très fort en communication, mais pas en conversation. Il manquait ces moments de conversation. Alors, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des Zoom cafés, des choses comme ça, donc des moments un peu informels, en dehors des réunions où on parlait de travail. Donc vraiment qui a été fait pour ça. Hein. C'était vraiment des points de conversation en équipe. Mais ça a été fait souvent parce que c'est le manager qui a pris l'initiative. Hein. Ça n'a pas forcément été des directions données par une DRH ou par une direction générale. Et ça, c'était assez intéressant de voir ces phénomènes-là, qui relèvent du bon sens, et que chaque manager en fait, a pu ou pas développer en fonction de son appétence sur justement ces conversations. C'était assez intéressant de voir l'entreprise transversale qui fonctionnait, et non pas top-down. C'était des moments intéressants à observer. On est en train de redécouvrir les fondamentaux du management. Si ça vous intéresse, je vous mets à votre disposition une formation complètement gratos sur ça, qui est vraiment complètement gratuite et qui permet de redécouvrir ces choses-là. Madame, vous vouliez intervenir? Donc, je suis Madame Catherine Berton-Loubet, non toutes. Donc, j'exerce actuellement en Guyane, là où on va envoyer les fusées arrière, justement. Et nous avons eu effectivement pendant excusez-moi, je reprends d'abord, dans ma fonction, donc je suis responsable des ressources humaines au sein d'une association par contre loi 1901 qui exerce dans la convention collective 66, donc dans le médico-social. Et je m'occupe plus précisément, on s'occupe plus précisément des bénéficiaires déficients auditifs. Donc, j'exerce avec également des collaborateurs qui maîtrisent donc la langue des signes. Donc, c'est vrai que cette mutation, je ne dirais pas cette après, mais cette mutation, entre guillemets, de la façon d'exercer a tout à fait et nouvelle pour nous parce que nous sommes dans le secteur de la langue des signes et donc nous faisons partie des associations dont le besoin urgent des masques avec une partie transparente est importante parce qu'il faut garder absolument le lien. Ce lien, nous l'avons totalement gardé pendant le confinement et c'est là que je dis que ce lien, il est gardé, oui et non, selon, je pense, la taille des entreprises et selon aussi la façon dont on avait déjà au départ de travailler, de se retrouver. Moi, je sais que j'ai mis en place des réunions, c'est-à-dire que maintenant, mes collaborateurs peuvent avoir des séances de travail dans un lieu, par exemple, au bord du fleuve. Donc, c'est une journée de travail. Voilà, et je fais ça, là on a eu la semaine dernière la réunion de rentrée avec tous les services et j'ai demandé aux chefs de service, parce que dans la convention collective 66 on parle de chefs de service, de créer du moins ce type de réunion avec leurs collaborateurs parce que moi je leur interdis de parler aux salariés parce que le salarié c'est la direction qui en parle, ou même le président, puisque c'est elle qui fait les chèques. Donc pour nous, nous sommes des collaborateurs. Et du coup, chacun connaît sa fonction et on fonctionne dans notre bulle. Et il faut recentrer l'action. Au centre, c'est notre bénéficiaire qui compte. Ce
sont ces personnes qui nous sont confiées par l'ARS, d'accord, qui confondent. Donc, la façon de travailler, de penser le confinement et cette mutation, je rejoins beaucoup d'intervenants, monsieur, madame, notamment, ce yin et ce yang. Nous avons créé le lien au milieu, ce l'Israël, entre guillemets, invisible, mais nécessaire pour effectivement faire comprendre qu'on travaille, mais qu'on a 8 heures par jour avec des collaborateurs. Et il faut pouvoir donc vivre comme si on vivait chez nous. Voilà. Tout en produisant, puisque de toute façon, nos financeurs publics attendent du retour, c'est clair. Merci beaucoup de votre intervention. Peut-être et vous avez raison d'attirer l'attention sur le fait que le respect de l'autre, c'est de tous les autres. Et qu'il ne faudrait pas que la technologie nous exclue, mais ça peut être le cas, en forme d'électronisme par exemple, qui se développe. Une dernière question peut-être, Yana? Je parle mon masque, je ne pourrais pas trop. Bonjour, moi je suis DRH dans l'univers des startups. On a des vrais sujets d'outils. Et ma question, elle n'est pas liée à l'univers des startups. Ça fait 20 ans que je bosse en RH. J'ai toujours eu le même problème. Comment trouver le bon prestataire? Là, je ne parle pas de la HR Tech où il y a des solutions en voiture, voilà. S'il faut en rencontrer 15 pour trouver celui dont le cahier des charges correspond à mon besoin, qui est dans ma fourchette budgétaire, déjà j'ai passé 3 mois là-dessus. Si vous avez des conseils pour se retrouver, je le prends. Moi, je me garderai bien d'intervenir pour préserver ma neutralité et mon indépendance de pensée. Peut-être que Emmanuel ou... Non, je ne sais pas, vous laissez un peu la parole. Mon opinion, elle est un peu biaisée parce que je vais vous dire de venir me voir en nous. Donc, c'est peut-être pas moi il faut peut-être plutôt demander à Sopra ou à Thomas qui ont plus l'habitude d'être un peu plus impartial. Moi, je ne suis pas du tout. Donc, En fait, je sais pas, j'ai du mal à vous répondre, il n'y a pas de solution miracle. Il y a peut-être 3 pistes. La première, c'est le salon. Alors, ça peut paraître bête, mais effectivement, on est sur un salon où il y a plus de 350 exposants. Donc, il n'y a pas. Là, vous avez déjà pas mal l'embarras du choix, mais peut-être qu'effectivement, il est trop large. Mais c'est pas que là, on n'est que sur des partenaires ou des prestataires HRTech. La deuxième piste, c'est que vous avez des cabinets qui sont dédiés au sujet, des cabinets de choix. Donc, dont le métier. Alors après, il faut trouver le bon cabinet qui vous aide à trouver le bon prestataire. C'est un peu sans fin, je l'entends. Hein, mais voilà, ça vous donne déjà 2 marches de façon un petit peu indirecte. Et puis il y a des sites, je parle là sur la partie HRTech, il y a des sites qui permettent de scorer, d'identifier un certain nombre d'éditeurs et de prestataires. Je pense que s'il n'y a pas une bonne solution, tous ces éléments-là convergent et peut-être la meilleure des solutions, c'est le bouche à oreille et le networking. La question de fond, c'est la question de l'indépendance. Voilà. Et ça, c'est pas à travers. Pour le coup, il n'y a pas de méthode. Parce que même si on fait appel à des cabinets d'aide au choix, etc., normalement, dans tous ces cabinets-là, quelle qu'en soit la nature, il y a des gens qui font bien leur métier, puis il y a des gens qui font leur métier en font dans un intérêt. Il y a des grands cabinets de conseil qui conseillent ce qu'ils arrangent pour faire du repeat business, et puis il y a ceux qui conseillent ce qu'il faut pour le client. Et ça, c'est une question de culture, d'honnêteté, et ça dépend des boîtes, ça dépend des personnes. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de règles générales, donc il faut aller regarder, se faire un jugement. C'est comme on fait confiance à quelqu'un ou pas. Il y a une solution que vous pouvez faire, hein, c'est vous pouvez demander à vos concurrents, partenaires ou autres. Oui. Moi, j'ai rarement vu des gens qui disent je ne vais pas donner d'informations sur l'état du marché aujourd'hui, sur ce qu'on utilise. À un de nos concurrents, je veux dire, vous êtes professionnel de l'information, vous allez rencontrer un autre professionnel de l'information, c'est pas aberrant de parler ensemble, vous n'allez pas partager votre stratégie. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que l'autre utilise. Souvent, en général, ça marche en général très très bien et en fait, c'est souvent un bon révélateur parce que les outils, nous en tant qu'éditeurs, je ne vais pas le mentir, on dit qu'on adresse absolument tout le monde, enfin tous les types de sociétés. Il y a des industries qu'on adresse bien mieux que d'autres, c'est clair, parce qu'il y a des spécificités, des contraintes, ainsi de suite. Donc le mieux, à mon avis, c'est de commencer par parler avec les gens de votre industrie, si vous les connaissez du moins. Je crois que tu sais beaucoup. Ici, Patrick Bancard, madame. Oui, je rejoins un peu monsieur Emmanuel. Parce qu'effectivement, avant d'être responsable de ressources humaines pendant 13 ans, j'étais consultant ingénierie formation et chargé de formation RH. Et effectivement, il
il n'y a pas un qui soit bon par rapport à l'autre, c'est vraiment, on est toujours dans le prospect, et puis donc ceux qui vont pour un et ceux qui parlent pour vous, c'est voilà, c'est un peu la réclamation. Je crois que Christelle voulait intervenir. En fait, il n'y aura jamais un outil que vous avez besoin. C'est développer l'ingénierie l'innovation en interne. Ce que font les entreprises, c'est pas mal. C'est un peu en méthode open innovation où les salariés testent et donnent leur avis. Et comme ça, ils sont arrivés en interne à trouver les bonnes solutions par rapport à leur besoin. Et le truc, c'est après, si vous avez un outil de gestion de l'appel, de la voir quelle est l'interopérabilité, quels sont les modules qui peuvent s'interfacer. C'est à vous de faire votre propre procès. Il n'y a pas un outil qui va répondre à vos besoins. C'est justement l'évolution du métier RH. Madame, vous voulez poser une question? Oui, merci. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'expérience collaborateur. Ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même dans un... Merci. Bonjour. Je me posais la question de l'expérience collaborateur, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est un peu dans une évolution où on passe beaucoup par l'externalisation au sein des entreprises. Aujourd'hui, dans les grandes sociétés, alors je dirais pas la majorité, j'ai pas les chiffres, mais on passe par les sociétés de conseil, c'est de plus en plus. Donc, où vous positionnez l'expérience collaborateur dans une société où il y a de moins en moins de CDI, de moins en moins de longues carrières? Voilà, c'est une question ouverte. Je formulerai une première réponse, puis peut-être... le fait, c'est externalisé. Quand moi je suis patron d'une entreprise et j'étais dirigeant, c'est une modalité technique finalement de ce que l'on fait. Et quelle que soit la nature de la contractualisation que l'on a pour produire quelque chose, un service, il y a un service, ce pourquoi l'entreprise existe, c'est-à-dire sa raison d'être. On a cette question de comment on fédère autour d'un projet qui est l'offre, qu'on essaie de le faire ensemble, et qu'on soit avec des salariés, des consultants, des prestataires externes, la question se pose de la même manière. Et si on a sous-traité parce qu'on estimait que c'était une modalité technique pertinente, ça n'empêche pas qu'il faut que ce que l'on veut mettre dans ce projet d'entreprise, au-delà de sa raison d'être et de sa mission, mais les valeurs dont on veut qu'elles soient porteuses, il faut travailler avec ses fournisseurs de la même manière. Et si on ne fait pas ça, je sais qu'on n'a rien compris à la sous-traitance, c'est-à-dire que c'est se débarrasser de quelque chose et ça ne fonctionne pas. Je pense que comme c'est une modalité technique, ça pose simplement la question de qu'est-ce que nous faisons pour faire comprendre que l'entreprise est un bien commun avec un projet qui a une raison d'être et qui n'est pas simplement une collection d'intérêts particuliers de mercenaires qui soit contractualisés par un contrat de travail ou par un... Et ça, si j'avais la pierre philosophale de ce management-là, ça fait longtemps que je serais milliardaire et que j'aurais racheté par mon RH, ce qui aurait devenu personnel. Mais ça n'est pas le cas et puis Thomas n'est pas là. Michel n'est pas intervenu, vous voulez... Oui, alors peut-être pour répondre à votre question, est-ce que vous avez entendu parler de l'entreprise étendue? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, les fonctions RH gèrent en général des contrats de travail. Donc vous avez parlé de CDI, de CDD. Donc en fait, une fonction RH, elle est faite pour ça. La gestion administrative, en fait, est construite autour de la relation contractuelle, en fait, avec le collaborateur. Aujourd'hui, vous le savez, souvent dans votre entreprise, si vous posez la question, c'est que c'est le cas. Il y a ce qui fait qu'un collectif qui travaille pour le business d'une entreprise, c'est plus forcément constitué que de salariés, mais c'est aussi des freelances, c'est aussi des personnes externes, etc. Et donc vous-même, vous avez aussi externalisé certaines parties de votre business. Donc l'entreprise, en fait, devient poreuse. En fait, les frontières ne sont plus aussi fermées qu'elles n'étaient auparavant. Et donc on parle d'entreprise étendue. L'entreprise étendue, c'est en fait l'ensemble du collectif humain qui va faire le business d'une entreprise. Donc quand on regarde maintenant sur les systèmes d'information RH, quelles sont les populations que l'on gère dans nos systèmes de données, eh bien souvent, il n'y a que les salariés qui sont payés sous contrat. Et donc le phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui sur les systèmes d'information, c'est qu'on met dans les systèmes d'information des gens, quel que soit le contrat de travail, mais qui collaborent à l'entreprise. Donc on a des intérimaires, des externes, etc. Et donc l'expérience collaborateur telle qu'on l'entend commence à adresser non pas que des salariés sous contrat, mais aussi cette fameuse entreprise étendue. Et c'est là la transformation qui est en train de s'opérer dans nos systèmes d'information et qui suit tout simplement l'évolution de l'entreprise en fait, dans son périmètre et dans ses dimensions. Merci infiniment. Véronique, on m'a fait signe qu'il fallait terminer puisque nous avons un peu dépassé. Donc pardonnez-moi, mais Alain Frédéric, notamment, je ne t'ai pas donné
suffisamment la parole, je te prie de m'en excuser. On est pris un peu par les contraintes de temps. Je vous remercie infiniment à toutes et tous de votre présence. Et puis je vous souhaite un bon salon. Merci, et plein de bonnes choses.